Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc Curia, qui est la mobilité d'animer cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, j'ai la délicate mission de présenter nos deux experts, nos deux intervenants. D'abord, Julien Koch, qui va intervenir pour présenter de façon un peu exhaustive et globale l'IA et ses enjeux. Alors, il vient de chez Deloitte, il y est depuis 2017. Il va vous parler d'automatisation intelligente à l'échelle, il vous dira peut-être ce que cela signifie. Il vous parlera d'industrialisation de grands projets, de grands programmes digitaux. Il vous parlera de robots logiciels et puis il vous parlera de ce que l'IA peut apporter à l'entreprise pour effectivement automatiser des process et gagner en compétitivité, gagner en efficacité. Il a débuté chez Apple, il est ensuite allé chez un éditeur qui s'appelle de Robotic Process Automation, justement. Et puis, depuis, je crois, une bonne dizaine d'années, c'est ça, il est chez Deloitte, pour lequel il intervient pour promouvoir justement les usages de l'IA. Et puis, petit détail, il a été aussi étudiant dans mes cours. Il a subi mes malheureux cours sur les 100 ans. Voilà. Et puis, à l'autre bout, eh bien, il y a monsieur de la Harpe, qui vient de la SNCF, qui a fait tout son parcours professionnel dans la SNCF, dans la maintenance, pour aujourd'hui, avant dans les essais, et puis également dans tout simplement je crois, il démarrait dans la maintenance, il passait aux essais, et maintenant il est dans les projets de plutôt futurs. C'est ça, je ne me trompe pas trop. Et qui donnera un exemple d'application, un exemple d'usage où peut-être on n'attend pas vraiment l'IA, ou c'est pas le premier endroit où on attend l'IA. Et pourtant, elle a beaucoup de choses à apporter, d'éléments à apporter pour améliorer la performance du transport ferroviaire. Je crois que j'ai essayé de faire rapidement une présentation et je vais tout de suite laisser la parole à Julien pour qu'il présente. Pardon. Merci Jean-Luc. Donc ravi d'être avec vous. Effectivement, alors moi j'ai pas eu la chance d'étudier dans ce bâtiment puisqu'à l'époque l'école n'était pas encore là. J'étais dans le centre d'Angers, dans ce qu'on appelle les anciens locaux. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur l'IA et notamment aussi l'IA générative. Vous en avez sans doute entendu parler. Alors, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, donc l'IA, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas récent. On dit souvent que l'intelligence artificielle est démarrée en 1956. Ici, on reprend finalement les différentes calendarités et ce que l'on a pu voir en termes de technologie. Il y a eu ce qu'on appelle aussi entre 1950 et aujourd'hui, ce qu'on a appelé l'hiver de l'IA. Donc pendant un long moment, il ne s'est pas passé grand-chose, mais l'IA, c'est quelque chose d'ancien, dans lequel il y a eu plusieurs vagues. Vous avez peut-être entendu parler de machine learning. Donc là, c'est des machines qui ont appris selon différents modèles. On parle souvent d'IA supervisée, non supervisée, et ainsi de suite. Après machine learning, on a eu, vous avez aussi entendu parler, je ne vais pas essayer de ne pas rester que dans les grands verbes, mais je vous donne quelques termes. Vous avez souvent entendu parler de réseaux neuronaux. Là, c'est des machines qui reproduisaient finalement le fonctionnement de nos neurones dans l'optique finalement d'arriver à ce que produisent nos neurones, c'est-à-dire des connexions et de l'intelligence, ou en tout cas des traitements. Il y a eu le petit dernier qui est arrivé et qui est arrivé récemment, mais on parlera des impacts, qui est plutôt donc l'IA générative. Donc là, ce qui est assez intéressant, on parle de large language models, des modèles de langage qui en fait sont capables de générer du contenu, et j'aurai quelques illustrations. On verra bien ce que ça peut vouloir dire pour l'entreprise et puis les enjeux qui en découlent. Traditionnellement, l'IA, avant l'IA générative, c'est trois fonctions principales. La première qui est une notion de prédictif. Donc vous allez attendre de la machine qu'elle soit capable de vous faire des projections. C'est extrêmement basé sur les mathématiques et la statistique, dans une optique finalement de vous donner un axe de réflexion, une proposition, un scénario, ou finalement potentiellement une
une projection sur un acte d'achat ou d'autres choses. Vous avez le fait de classifier. Vous prenez tout un ensemble d'objets, puis vous demandez à la machine de les classifier. Donc là, c'est souvent ce qu'on voyait aussi avec la segmentation, hein, c'est un peu le même type de sujet en entreprise, sur le fait de classifier des groupes de clients, des groupes d'objets, des choses comme ça. Et finalement, derrière ces trois fonctions principales, on était dans un domaine dit d'IA discriminative. Face à un grand nombre d'objets, on attend de l'IA qu'elle sache nous les regrouper, qu'elle sache aller chercher quelque chose, ou finalement de la prédiction. L'IA, alors ça c'est une petite marotte à moi, j'aime pas beaucoup le terme d'IA, parce qu'en fait, derrière IA, il y a ce qu'on appelle des technologies cognitives. Et l'intelligence artificielle, c'est un terme qui englobe beaucoup de technologies spécialisées que j'ai essayé de reproduire ici, et que je reproduis, si vous le voyez effectivement, derrière un cerveau humain. Alors pourquoi ? Parce que finalement, l'IA, c'est ni plus ni moins que le fait d'avoir une machine qui simule une fonction cognitive humaine et essaye de s'en approcher le plus possible. Donc pour moi, l'IA est un grand terme dans lequel vous allez retrouver tout un ensemble de technologies cognitives. Vous avez, donc c'est pas récent, hein, vous avez le computer vision, le fait de dire qu'une machine est capable de reconnaître un objet, de le classifier justement, de dire c'est un félin, en fait c'est pas un félin, c'est un chat de telle race et ainsi de suite. Ça c'est machine vision. Vous aviez autour de ça la capacité d'avoir de la planification faite par ordinateur. Donc là par rapport à des commandes, vous allez gérer des planifications, une supply chain, vous allez faire arriver des camions à un certain moment, pour prendre des objets et livrer votre réseau. Ça parle beaucoup aux gens qui sont dans la grande distribution. C'est des technologies qui sont pas récentes sur la partie de gauche et sur finalement ce schéma. Le fait que les machines soient aussi capables aujourd'hui de vocaliser, donc de vous parler. On parle de plus en plus de voice bot. Vous aurez à l'avenir des coups de téléphone auxquels vous allez répondre, et c'est déjà le cas aujourd'hui, dans lequel vous allez mettre plusieurs minutes à comprendre que vous ne parlez pas à un opérateur humain, mais à une machine. Première fois où ça m'est arrivé, j'étais ravi. Je voulais vraiment aller au bout de la réflexion et passer le test de Turing, donc savoir si j'arrivais à aller assez loin et jusqu'où je pouvais emmener la machine. Ça fait 20 ans que je fais des robots. Je dois avouer que j'étais quand même bluffé après 4-5 minutes de conversation avec cette machine. Et ça, c'est bien les technologies cognitives ici. Sur la partie de droite, vous avez en fait la somme de ces technologies qui aboutissent à l'IA générative ou dite générative. C'est des technologies existantes qui sont combinées avec en dessous deux choses. Un, les fameux large language models, donc les modèles de langage large, et puis de la donnée. Et donc l'autre constante dont on parlera aussi tout à l'heure, c'est que tout ça n'existe pas et tout ce que vous voyez n'existe pas sans de la donnée qui a été finalement contrôlée, classifiée, dans lequel les machines peuvent se retrouver. Et donc ça, c'est un enjeu évidemment conséquent de tout ce dont on va pouvoir parler. Alors, j'ai remis ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Vous avez ici un zoom sur 20 ans d'IA, assez traditionnel, et puis finalement une explosion des sujets d'IA générative sur 1 ou 2 ans, et une courbe et une expansionnalité assez importante. Alors, sur l'IA, je vous donne un conseil, je ne vais pas passer sur tout le slide, mais ou toute la planche. Vous avez ici un documentaire qui a été réalisé sur Go, le jeu de Go. Tout le monde a déjà vu qu'on a eu AlphaGo, donc une machine d'IBM qui a battu les plus grands champions d'échecs. Le Go est un jeu de complexité bien plus importante que le jeu d'échecs. Il y a plus de combinaisons possibles dans un jeu de Go que d'atomes dans l'univers, ce qu'il est dit. Et, autre sujet intéressant, le Go tient presque de la philosophie plus que d'un jeu à certains endroits. Et donc, il y a quelques années, on a voulu battre quelqu'un qui a été 17 fois champion du monde d'affilée au jeu de Go avec une machine. On a mis 28 data centers à se battre contre une seule personne. Je vais pas gâcher la fin du documentaire. C'était Google qui avait racheté une entreprise derrière tout ça. Ce qui est passionnant, c'est que ce grand champion, à la fin, dit « La machine m'a appris des choses, a fait des gestes, a gagné en prenant des nouvelles routes qu'on n'avait jamais vues jusque-là. » Ça, pour moi, ça a été un moment assez important aussi dans ma carrière. J'ai bien compris qu'on avait un enjeu de menace, mais qu'au-delà de la menace, il y a une capacité à nous dépasser ou à aller faire de nouvelles choses grâce à ces IA.
Les IA génératives, il y en a eu précédemment, vous faisiez du design automatisé, vous donniez tout un ensemble de contraintes à la machine et vous lui disiez, par exemple, mon enjeu, c'est un échange énergétique entre l'air et puis la matière entrante, de l'eau. Alors pour certains, vous aurez reconnu la fonction d'un radiateur. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on demande à la machine d'imaginer un radiateur, elle vous sort quelque chose qui ressemble à un vaisseau de science-fiction, plus qu'à un radiateur. Il y a des années, c'était impossible à usiner. Et puis aujourd'hui, avec des technologies additives, ou au contraire soustractives, on arrive à faire des radiateurs qui dépassent le taux d'efficience de tous nos radiateurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est le genre de choses qu'on faisait déjà beaucoup. Depuis peu, l'IA générative est arrivée, on va en parler. Elle fait quoi? Elle s'est générée du texte, donc vous lui posez une question, elle vous répond. On parle maintenant d'une différence entre le moteur de recherche traditionnel Google que vous connaissiez, dans lequel vous aviez plein de sites ou d'URL qui remontaient, puis après c'était à vous de chercher dans ces différents sites, à la notion de moteur de réponse. C'est-à-dire que quand vous posez une question, derrière ces outils, en général, vous avez une réponse, puis les sources qui sont derrière. Vous avez tous vu, donc, je pense, des échanges en texte. On sait générer du code de manière automatique. Donc aujourd'hui, moi, j'ai tout un ensemble de codeurs dans mes équipes. 40 à 45% du code qui sont générés dans leur projet est auto-généré. Donc à peu près la moitié du nombre de lignes de code que ces gens réalisent. L'image, là aussi, on aura quelques exemples. On demande une image, on a une image qui est créée par la machine, et elle est de qualité grandissante, la vidéo, l'audio. Ça, c'est les 5 modalités principales. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie du bas, dont on parle assez peu, c'est-à-dire la combinatoire de ces différentes modalités. Aujourd'hui, si vous êtes une banque, vous allez surtout chercher des modèles financiers qui vont être auto-générés. Si vous êtes dans la pharmaceutique, vous allez chercher plutôt des chaînes d'ADN, vous allez chercher des nouvelles molécules. Et là, aussi, vous allez voir dans les news, on invente des nouvelles molécules grâce à la puissance de ces engins, de ces machines, de ces nouveaux modèles. Donc c'est assez intéressant, mais c'est ni plus ni moins que des combinatoires des modalités qu'il y a au-dessus. C'est réalisé par la machine. Alors ça va très vite. Ici, c'est l'évolution d'un outil de génération d'images en à peu près 18 mois. Donc on demande à avoir finalement une grand-mère qui boit un café devant la Tour Eiffel. Et ça, c'était il y a 18 mois. Et à la fin, vous voyez le résultat qui est plutôt photoréaliste. Donc une croissance et une qualité grandissante. Et pour la petite histoire, depuis décembre, c'est plus des images qui sont générées, c'est une vidéo qui peut durer jusqu'à 5, 10, 15 secondes. Et puis, on a quelques acteurs qui vont jusqu'à 3-4 minutes. Donc, vous décrivez ce que vous souhaitez. Vous avez maintenant aussi une constance dans le personnage. Auparavant, les premiers outils, en fait, il allait un peu se perdre entre les personnes. Aujourd'hui, vous savez faire un personnage que vous allez conserver dans cette génération. C'est assez intéressant. Toutes les entreprises sont en train de se lancer là-dedans, ont bien compris l'intérêt pour elles. Vous avez un grand groupe comme AXA qui a déployé ces outils pour l'intégralité de ses employés, qui a été assez transparente sur le sujet. Mais toutes les entreprises se lancent, notamment puisqu'on considère effectivement les gains en productivité qui peuvent être derrière ces outils assez conséquents, comme vous pouvez l'imaginer. Alors on a pris ici différents exemples, mais que vous soyez en relation client ou à faire de la programmation, vous aurez de toute façon un outil qui va vous accompagner là-dedans. Alors évidemment, ça amène plein de choses extrêmement intéressantes sur la productivité, l'efficience et ainsi de suite. Sur la capacité aussi, ça c'est intéressant, à faire de la personnalisation. Donc ce que les entreprises ont du mal à faire depuis des années, c'est à faire en sorte que dans les échanges avec leurs clients, il puisse aller à un degré de personnalisation important. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Votre conseiller bancaire a 800 à 900 clients dans son portefeuille. Donc vous êtes une personne parmi 800 ou 900. C'est assez difficile pour lui de se souvenir de l'intégralité de votre historique, de votre relation avec la banque, et ainsi de suite. L'avantage de ces technologies, c'est que on va assister et accompagner, par exemple, ce conseiller bancaire à faire en sorte qu'il ait une bonne vision de qui vous êtes, de ce qui vous est arrivé dans votre vie. C'était très difficile auparavant puisque l'information était répartie dans des dizaines d'applications. Donc c'est pas des chiffres que je jette au hasard, hein, c'est des vraies banques qu'on a accompagnées. Le conseiller bancaire, il a 15 applications pour comprendre votre situation bancaire, là où vous avez une application qui vous donne quelque chose de correct. Il y a eu pendant des années des investissements massifs dans l'expérience client.
À côté de ça, l'expérience employée dans les grands groupes, c'est souvent assez difficile d'un point de vue informatique et système d'information. Un des avantages de ces technologies-là, c'est de rétablir un équilibre. Il y a pas mal de choses sur le slide sur les avantages, et puis évidemment, on entend beaucoup parler dans les médias, il y a de ces outils, puisqu'il y a une crainte effectivement sur l'emploi, sur ce que ça peut vouloir dire. Donc là, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure dans la suite des échanges. Évidemment, il va y avoir des transformations importantes dans les modèles organisationnels des entreprises. Là où tout à l'heure on a illustré sur des images, on imagine bien que précédemment réaliser une image comme celle qu'on a vue avec la personne devant la Tour Eiffel nécessitait le fait de déployer une équipe qui allait sur place, une actrice, plusieurs prises de vue, et ainsi de suite. Ces choses-là vont changer. Il va y avoir une adaptation de certains métiers pour aller plutôt vers des situations qui nécessitent une expérience humaine, mais surtout la conviction forte, c'est que de toute façon, tout le monde, à terme, va utiliser ces outils, compte tenu des gains qu'on peut en tirer. Sur la confiance, et pour revenir à l'enjeu de notre conférence, il y a un autre phénomène qui est extrêmement important de comprendre, c'est ce qu'on appelle les hallucinations sur l'IA générative. L'IA générative, elle est là pour vous répondre. Donc, vous lui posez une question, elle vous répond. Et ça peut paraître extrêmement fiable à la lecture, et pour autant être basé sur assez peu de choses, ou être au contraire, quand c'est vraiment une situation réelle, entre guillemets, ou une hallucination avérée, elle vous a juste raconté n'importe quoi. Donc un des enjeux de la mise en œuvre et de l'industrialisation de ces outils dans les entreprises, c'est de s'assurer que l'IA générative ne raconte jamais n'importe quoi. Pour combattre ces hallucinations, je vais faire un parallèle avec ce qu'on fait dans les entreprises. Finalement, vous allez avoir une notion de contrôle. Donc là, ça choquera peut-être personne, mais en fait, on va mettre une IA générative qui génère, on va mettre une IA générative qui revoit, on va mettre une troisième IA générative qui est spécialiste, par exemple, en fiscalité, qui va donner aussi son avis, et on va recréer un groupe de travail d'agents conversationnels, d'IA générative qui, elle-même, cette unité de travail, va agir un petit peu comme ce qu'on fait en entreprise. C'est-à-dire, vous avez différents niveaux de seniorité. Vous avez des gens plus jeunes qui viennent d'arriver, vous avez des experts, vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans. On va faire un peu la même chose avec ces IA génératives. On va d'ailleurs potentiellement utiliser, ça c'est important aussi, à certains endroits des modèles open source, à d'autres endroits des modèles privés. On va challenger ces réponses pour faire augmenter le taux de confiance. On aura l'occasion, et vous aurez l'occasion de poser des questions, n'hésitez pas. Des vrais sujets de biais aussi, d'équité. Ces modèles, on veut savoir comment ils sont entraînés, est-ce qu'ils représentent bien toute la population, et ainsi de suite. Et là, il y a un enjeu assez important. Et en bas, juste aussi un sujet dont on pourra peut-être parler sur l'IA de confiance. Un vrai sujet finalement de ce que ça demande et de ce que ça coûte. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais il y a un enjeu dans la mise à disposition des puces qui font ces calculs, et derrière de la consommation énergétique de ces puces. Alors aujourd'hui, on est dans un usage qui, bien que révolutionnaire, reste assez modéré. Si demain tout le monde bascule dans un monde d'IA générative, à court terme, on n'est pas certain de pouvoir, servir la demande, deux, d'un point de vue écologique, maintenir cet usage de manière prolongée. Avec les changements et les progrès qu'on voit depuis 18 à 24 mois, ces notions vont sans doute progresser, on aura besoin de moins en moins d'énergie pour produire la même chose, mais pour autant, c'est des questions qui peuvent se poser. Avec la notion de formation continue, on en a parlé juste avant le début de la conférence. Dans mon entreprise, on est en train de former l'intégralité du personnel à l'utilisation de ces outils. Donc ça demande des efforts conséquents. Une fois qu'on aura formé tout le monde, en fait, il faudra les reformer, parce que les outils auront changé. Il y aura des nouvelles générations qui vont intégrer l'entreprise, il faudra aussi les former, mais ils auront peut-être eux-mêmes une propre formation qu'il faudra redresser et recadrer en leur disant vous n'utilisez pas ces outils dans le monde privé comme dans le monde de l'entreprise. Des enjeux sur l'humain qui sont assez importants, évidemment. Je vais pas tout lire. Juste sur les risques techniques. Alors, il faut évidemment voir que derrière l'IA et l'IA générative, il y a tout un ensemble de risques qu'il convient d'adresser.
On a parlé d'hallucination tout à l'heure, je vais pas continuer trop loin là-dedans. Sur la gestion de la donnée, et puisqu'en fait, on est en train quand même de révolutionner la manière dont, on échange avec les machines, 2, les machines gèrent l'information. Donc c'est la révolution de la gestion de l'information dans les entreprises et vis-à-vis du grand public. Il y a évidemment l'enjeu de la donnée et des questions qu'on peut poser et des réponses qu'on peut obtenir. Un exemple très précis, c'est demain, un agent conversationnel comme celui d'AXA ne doit pas répondre à la question qui est le plus gros salaire de l'entreprise et quel est le salaire de cette personne. Pour autant, si on ne met pas les bons niveaux de gouvernance de la donnée et de protection, cet outil n'aura aucune problématique à répondre. Évidemment, vous dites ça à une personne des RH et vous lui demandez chez AXA, il ne vous donnera jamais la réponse même s'il connaît cette information. Cette IA générative, si vous ne lui mettez pas quelques contraintes et quelques guardrails, elle va répondre puisqu'elle traite un sujet comme une équation mathématique et une réponse comme une réponse à donner. Vous avez aujourd'hui, alors pour ceux les plus techniques d'entre vous, c'est intéressant aussi, tout un ensemble de parallèles qu'on peut voir entre ces nouvelles technologies et des technologies qui datent un petit peu. En posant des questions, on peut tordre le modèle, on peut tordre les contraintes qui ont été données, on peut challenger finalement ce modèle qui va répondre jusqu'à donner une information potentiellement qu'on ne souhaitait pas donner. Donc là, il y a tout un sujet de cyber et de métier. Il y a un vrai enjeu aussi sur tout ce qui est aspect légaux. Donc, j'insiste un peu sur ces 2 aspects parce qu'aujourd'hui, c'est pas la technologie qui nous bride. Moi, j'ai des équipes techniques qui sont capables de vous livrer ce que vous souhaitez. La plupart du temps, nos projets s'arrêtent ou prennent un petit peu de difficulté parce qu'on n'a pas bien traité ces aspects-là. Un exemple que je peux donner, qui est entre le légal et le cyber, par exemple, c'est Air Canada a déployé il y a quelques mois un agent conversationnel qui répondait aux clients sur différentes demandes. Il y a un client qui rate son vol, qui demande est-ce qu'il peut prendre le suivant. L'IA générative lui répond oui, pas de problème. Combien ça va me coûter? 0, t'inquiète pas, on te remboursera de ton billet, du premier billet. C'est un client qui est malin parce que déjà il garde des captures d'écran, des conversations et des traces. Petit conseil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, quand il demande son remboursement, on lui dit non. Donc là, il s'insurge un petit peu, il précise qu'il a eu ces réponses-là. L'entreprise ne lui répond pas correctement, il poursuit l'entreprise. Air Canada, ça a fait le tour du monde. Pour une histoire à $600 qu'ils auraient dû pouvoir résoudre en décrochant le téléphone, et là, pour le coup, qu'il y a un humain qui dit, écoutez, on s'est un peu raté. Donc il fallait remettre de l'humain à ce moment-là dans le process. Il n'y en avait pas. Et le dommage sur l'image de l'entreprise se compte en dizaines de millions de dollars. C'est quand même un peu dommage pour quelque chose qui aurait pu être géré différemment. Propriété des modèles, vous avez une image qui est générée, elle m'appartient, ou est-ce qu'en fait, elle a été faite par du contenu qui appartient à Disney, parce que le modèle a été entraîné avec des images de Disney, sans que Disney donne son accord. Donc tout un ensemble de sujets autour de ces aspects, par exemple. Des normes spécifiques par secteur, dans les métiers réglementés, en banque, en assurance, dans les métiers légaux. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec vos systèmes, donc il faut évidemment que ça fonctionne à ces endroits-là. J'ai parlé d'identité, de manière d'adresser ça. Alors, et là, ça fera peut-être écho à la présentation qui va avoir lieu et puis aux questions qui seront les vôtres. Nous, on a catégorisé différents aspects autour de l'IA de confiance qui sont repris ici. On attend évidemment une IA qui soit équitable, qui soit transparente, qu'on puisse expliquer. On veut des choses qui soient sûres, sécurisées, parce que ça c'est important. Il y a des notions de confidentialité qui sont souvent confondues avec la sécurité, mais c'est pas tout à fait la même chose. On veut une IA responsable. Ça aussi, c'est un sujet en lien avec les problématiques RSE, de plus en plus importantes pour les entreprises, notamment vis-à-vis de différentes régulations et lois qui sont passées. Et quand on fait le tour de cette roue, finalement, on arrive à créer des objets, des machines, des solutions qui répondent à ces enjeux de confiance. On change la manière dont on parle aux machines aujourd'hui. C'est encore un peu rudimentaire parce qu'on leur pose des questions avec un clavier ou on peut faire aussi du contrôle à la voix. Ça changera peut-être. Mais finalement, on a amené une nouvelle interface à l'informatique et à la gestion des systèmes d'information. On a piloté depuis des décennies nos ordinateurs grâce à des claviers et des souris.
Et c'était pas nécessairement une conversation toujours très fluide. Alors moi, j'adore la technologie et la programmation, mais c'est vrai que le langage de programmation, faut bosser un petit peu pour avoir vraiment ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, on ajoute cette capacité à demander à la machine de générer tout un ensemble de choses. Et se pose, évidemment, cette problématique de la manière dont on va changer, au-delà de cet acte-là, toute notre organisation du travail autour, de la formation, de l'éducation. Est-ce qu'on autorise un outil comme ChatGPT dans une école comme les EO? C'est un sujet important, intéressant. À quel endroit on l'autorise? À quel endroit on ne l'autorise pas? Est-ce qu'en compo, c'est non, mais est-ce qu'en cours, c'est oui? Dans les entreprises, c'est la même chose. On a vu, il y a des risques, il y a des problématiques, et pour autant, est-ce qu'on se refuse d'y aller? Est-ce qu'on se refuse d'y aller et l'entreprise dit c'est interdit, mais est-ce qu'on considère l'usage réel des collaborateurs via des contournements? On parlait de Shadow IT il y a quelques années. Juste à titre d'information, même dans une entreprise qui interdit ce type de solution dite générative, vous allez avoir entre 50 et 70% des employés qui vont quand même trouver comment utiliser certains de ces outils. Donc, vous vous dites c'est interdit, ils le font quand même. Vous dites attention, il y a de la donnée de l'entreprise qui remonte potentiellement sur des plateformes puisqu'on les a pas bien sécurisées ou travaillées. Et vos employés vont quand même le faire. Il y a un exemple qui est assez important là-dessus, par exemple, c'est Samsung. Samsung, il y a déjà 12 à 18 mois, je crois. Les chercheurs en nanoconducteurs et semi-conducteurs se rendent compte qu'en fait, ChatGPT, à l'époque, sait répondre à des questions sur les nanos et les semi-conducteurs. Je trouve ça assez fantastique. Donc, ils rentrent en échange avec cet agent conversationnel public. Et puis, au fur et à mesure, l'agent conversationnel s'enrichit d'un certain nombre d'informations et puis devient de plus en plus intéressant sur ce sujet. Donc, les chercheurs, ils retournent. C'est super. Jusqu'à ce qu'en fait, Samsung comprenne qu'ils ont eux-mêmes transféré une partie de leur propriété intellectuelle à cet objet, à cette solution. Et que donc les compétiteurs de Samsung, eux-mêmes, peuvent aller sur l'agent conversationnel et poser des questions. Alors, je ne jette la pierre à personne, je constate juste et je partage. Les enjeux de demain, c'est comment faire en sorte que ces outils soient accessibles aux employés, à vos employés ou au grand public, de manière sécurisée, en gérant cette information qui soit celle qui est entrante dans les solutions, soit celle qui provient des questions. C'est comment former demain des jeunes professionnels, des jeunes adultes, ou toute la population à ce que ça veut dire, à ce qu'on doit faire quand on voit cette réponse-là. Est-ce qu'on exerce son esprit critique? Est-ce qu'on prend ça comme argent comptant? C'est important. On disait souvent tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas vrai. Donc je vous invite à réfléchir quand vous voyez une réponse toute faite d'une IA générative, savoir si c'est vrai ou non. Et tous ces aspects-là vont participer de cette construction de la confiance. Pour moi, on est encore un cran relatif d'année. Ce qui est important, c'est de poser un cadre de gouvernance. Alors, beaucoup d'humilité aussi, je le dis souvent. Prendre le recul, se dire ça fonctionne, mais est-ce que c'est les bonnes choses? Et puis, je vais passer la parole à Philippe. On sera ravis de répondre à vos questions. Alors, non, d'abord, il y a des questions, c'est ça? Quand on en posait une, l'anecdote de Samsung me paraît assez significative. Pour ça, il faut de la donnée. Et ce que va générer l'IA est très dépendant de la donnée. Comment je peux faire confiance justement à ces données? Parce que la première solution, c'est là, j'ai du transfert d'informations pertinentes. Mais je pourrais aussi vouloir leurrer ma concurrence en lui fournissant des informations erronées. Il y a quelques exemples très connus dans ce domaine pour emmener l'ennemi, entre guillemets, vers des recherches qui n'aboutiront jamais vers les étoiles, par exemple. Donc, on dénote tout de suite un certain intérêt pour des aspects un peu convolués, mais oui, effectivement, il y a un vrai enjeu. Alors, on a parlé de la donnée. Les données, il y a quelques années, on disait, c'est l'or noir du XXIe siècle. C'est c'est le sous-jacent
de tout ce dont on parle ici. Il y en a d'autres. Il y a un vrai sujet souvent de cloud, vous en avez entendu parler, mais une grande partie de ce qu'on a présenté, de ce qu'on présente, repose aussi là-dessus, et donc l'enjeu de la souveraineté sur ces machines, qui finalement, ou ces services ou ces fonctions, qui vous répondent. Les modèles eux-mêmes, aujourd'hui, on regarde les modèles aussi d'un point de vue souveraineté. Vous avez de très beaux acteurs en France, des gens comme Mistral, Claude, Entropie, vous avez pas mal de choses, il y a beaucoup de Français, sur lesquels on revient d'abord sur cette notion de confiance et de dire toute la chaîne cloud, data, AI, GenAI doit être sécurisée. L'exemple que j'ai donné sur Samsung, en fait, comment ça commence? C'est parce que cette machine, cette solution, elle a exploré tout le contenu qui est disponible, enfin tout le contenu, pardon, une grande partie du contenu qui est disponible sur Internet, notamment ce qui a déjà été prévalidé à certains endroits. Donc quand vous aspirez un Wikipédia sur tout un ensemble de concepts qui participent aux semi-conducteurs ou à ces aspects-là, vous avez les sources en bas de Wikipédia, donc en plus vous pouvez aller faire un tour sur le contenu un peu plus académique. Et ce contenu, il a été, entre guillemets, sécurisé, puisqu'un certain nombre de gens passent énormément de temps à s'assurer que les articles dans Wikipédia soient corrects, c'est une encyclopédie ouverte. Mais quelque part, cette IA s'est déjà enrichie de ce contenu de qualité. Après, le deuxième sujet, c'est le réentraînement qui est issu des questions qui sont posées, des informations qui sont glanées. Là aussi, deux sujets. Si on est sur une IA ouverte au grand public, il y a ce risque-là qu'il faut gérer. C'est pas récent. Des IA conversationnelles auto-entraînées, il y en avait eu qui ont fait le lieu d'attaque. Vous avez des IA qui sont devenues racistes en taille, je crois. Taille était le nom de la solution d'IBM, de mémoire, je dis peut-être des bêtises. Ça a été annoncé, et puis il y a certains groupes qui se sont dit, tiens, on va voir jusqu'où on peut aller emmener cette IA conversationnelle, et donc elle est devenue raciste, xénophobe, et tout un ensemble de sujets en moins de 48 heures. Donc, évidemment, il faut sécuriser ces aspects sur le réentraînement. Pour les entreprises, la solution la plus facile, c'est de ne pas, évidemment, continuer à utiliser les instances publiques de ces solutions-là, de les recréer au sein de leurs infrastructures, de couper un certain nombre de liens avec le fournisseur de services originel, et de s'assurer, de tester, de continuer à s'assurer de la fiabilité de ce qui est présent. Et juste à ce titre-là, un sujet qui est extrêmement intéressant. Il y a un client il y a quelques mois qui m'a dit, c'est incroyable, le dernier modèle ChatGPT 4, je crois, à l'époque, qui était en bêta, il y a eu des régressions par rapport à ChatGPT 3.5 et il ne sait plus calculer. Alors ce qui était drôle, c'est que déjà des machines basées sur des serveurs, des millions de dollars de licences qui savent plus calculer, évidemment ça fait un peu bizarre. Ce qui m'a, moi, surpris, c'est que le client était surpris qu'il y ait des régressions. Et dans l'informatique, la notion de test de non-régression est un peu une base de tout ce qu'on fait depuis des décennies. Mais parce que ce nouvel objet paraît magique, en fait, la confiance de tout le monde va jusqu'à imaginer qu'il n'y aura jamais de régression. Et ça, c'est très étonnant. Donc, on a été voir les fournisseurs de services, parce qu'on a la chance de travailler avec les fournisseurs de services. On leur a dit, vous avez une opportunité, il faut créer dans vos outils la capacité à faire du test de non-régression. Alors, quand vous allez voir des gens comme AWS, GCP ou Microsoft qui vous disent, ah, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, là aussi, il y a des moments intéressants. Donc, cette protection de la donnée, cette protection des modèles, oui, il reste du travail devant nous. Oui, il faut revenir sur la notion d'humilité. Enfin, moi, c'est ce que j'ai partagé. J'ai dit, je vois pas pourquoi il n'y aura pas de régression dans une nouvelle version de ce que vous mettez en œuvre. Dans l'informatique, il y en a toujours eu. Donc, c'est toujours prévenu contre ça. Donc là, on est bien sur ces sujets. C'est surtout le fait de reprendre un peu de hauteur sur ce qu'on manipule et de mettre les bons moyens, les bonnes mesures en face de ces aspects. Merci, Julien. On va passer la parole à M. Delaport. Reste une question, pardon. Ah, pardon. Ah. Auriez-vous un exemple donné en matière de dépôt de brevet? On dit les données
l'IA va collecter tout ça plus vite que mon cerveau. Par contre, là j'arrive à la créativité de l'invention. Avez-vous un bel exemple à nous donner? Alors, il y a eu déjà il y a eu un débat aux États-Unis sur le fait de savoir si un contenu créé par une IA était brevetable. Parce qu'en fait, un des enjeux derrière ça, c'est que si vous pouvez créer des machines à créer des brevets, vous prenez tous les bouquins de science-fiction de l'histoire de l'humanité, vous les mettez dans une machine, et puis vous lui dites allez, tu me génères tout ça, hein, et puis comme ça, je suis le roi du monde d'ici quelques années, même s'il y a quelques taux de déchets, quoi. Donc pour l'instant, une des réponses est de dire non. On ne peut pas avoir des machines qui s'amusent à décrire tout le champ des possibles de l'humanité et en faire des brevets. C'est une bonne chose d'ailleurs quand on dit non. Mais ça, c'est assez. C'est un des sujets que j'ai observé. On se prémunit contre ça. Sur les nouveaux brevets, les brevets depuis quelques mois, ils sont bien évidemment réalisés avec ces outils. Il n'y a aucune surprise. D'un point de vue commercial, j'ai vu des gens dessiner une robe sur un cahier, on a pris une photo et le patron est sorti avec le rendu en 3D photoréaliste en moins d'1 minute. La même chose dans le domaine des brevets. Pour des grands groupes qui en déposent déjà beaucoup, est une évidence. Des Philips, des IBM, vont aller plus vite dans la création de ces brevets, mais c'est pas des brevets entièrement faits par la machine. C'est un outil, j'ai oublié d'en parler, qui assiste, on voit trois schémas, hein, assister, augmenter et automatiser. Automatiser, on a dit non sur les brevets, assister, augmenter, évidemment. Et là, notamment aussi dans le domaine du moléculaire, vous avez Google a sorti un outil, il y a d'autres fournisseurs qui ont sorti les mêmes. On invente des nouvelles molécules, réellement, qui ont des qualités qu'on n'imaginait pas jusque-là, grâce à ça. Donc oui, ça nous ouvre un champ extrêmement intéressant. Il y a une molécule qui a été créée, par exemple, qui va déconstruire certains composés plastiques. Donc en lien avec la transformation écologique qu'on a devant nous, il y a certains enjeux auxquels on va répondre grâce à ces nouveaux outils. Moi, je trouve ça assez passionnant parce que je vous ai donné quelques exemples sur la génération de radiateurs, par exemple. Mais un radiateur plus efficient, c'est une pollution moindre. Une nouvelle molécule qui s'est décomposée le plastique, auquel aucun chercheur jusque-là n'a réussi à aboutir, grâce à un pouvoir de calcul et ces larges langages modèles. C'est quand même des éléments de réponse face à ce qu'on a devant nous. Donc oui, des brevets, il y aura une part de plus en plus forte qui sera liée à ces machines, sans aller jusqu'à tout le reste. Y a-t-il par contre d'autres questions? Bonjour, je vous félicite pour la qualité de votre page. J'ai beaucoup de questions et je vais vous poser une seule question. Quels sont les impacts éthiques de l'utilisation de l'IA générative pour la création et le développement d'IA? Je reprends. Quels sont les impacts éthiques de l'utilisation de l'IA générative pour la création et le développement d'idées? Sans rebondir sur l'aspect de brevet. Oui, un peu. Alors, derrière l'éthique, j'ai quelques exemples en tête. Donc, il y a un assureur qu'on a accompagné il y a 3-4 ans déjà. On a arrêté le projet pour une question d'éthique. Donc, on avait une solution qui fonctionnait. On a mis à l'époque, c'était des data scientists, des data engineers, toute une équipe, 20 personnes. Le client nous a exprimé un besoin en disant, voilà, j'ai toutes ces données qui correspondent à mes assurés et j'aimerais aller justement faire du prédictif. Et donc, non pas juste répondre aux sinistres et puis aider
mon client après le sinistre, mais même potentiellement le prémunir de ce sinistre, ainsi de suite. Et donc, en fait, il arrivait à, je peux pas tout raconter, mais il arrivait à prédire, évidemment c'est du statistique, mais un certain nombre de choses, jusqu'à ce que son comité éthique dise, on va avoir, enfin pour nous c'est trop difficile. On peut pas aller jusque là. On peut pas aller voir les gens en leur disant, tu as un certain nombre de sinistres, de problématiques de santé qui vont potentiellement te tomber dessus. Donc la santé est souvent un sujet sur l'éthique en France notamment. On pourrait presque d'ailleurs se prendre le sujet dans l'autre sens. Est-ce qu'en fait, au contraire, il n'y a pas un rôle important d'être prévenu d'un risque potentiel à arriver? Aujourd'hui, un des vecteurs, quand on parle de médical ou de données médicales, c'est souvent de dire on s'arrête. C'est très très difficile. Donc ça, c'est un domaine dans lequel on a du mal à passer le cap. C'est pas récent. Il y a un côté culturel où en France, on dit on s'arrête. Dans d'autres pays, c'est un peu différent, parce que les notions d'éthique sont très influencées par le culturel. Aux États-Unis, on va un peu plus loin. Et pour autant, il y a un cas qui est fameux. Une chaîne de supermarchés a regardé les habitudes d'achat de ses clients, arrivait à prédire qu'une femme soit enceinte avant qu'elle le sache. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez, vous recevez un SMS de votre supermarché qui vous dit, vous suggère d'acheter un test de grossesse. C'est vrai que effectivement c'est problématique. Alors ça paraît anecdotique, mais on en arrive à ce type de capacité. Une banque demain, avec tous les endroits où vous faites des achats, ne serait-ce que les montants, les entreprises, les heures, peut vous parler pendant des heures grâce à ce type d'outil. Peut vous pousser des produits qui sont uniquement dédiés à votre segment, votre manière d'être. La vraie question, encore une fois, que se posent beaucoup d'entreprises, ce sont les entreprises qui se posent ces questions, c'est est-ce que je vais jusque-là? Est-ce que je remets en cause les habitudes d'achat de mon client? Est-ce que ses habitudes d'un point de vue gestion financière? Comment je l'accompagne? Ces questionnements sont essentiels. On les a eu dans des gros... Alors moi, je fais le parallèle avec CRISPR. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. CRISPR, on a un ciseau à ADN et puis on est capable de corriger certaines choses et ainsi de suite. Et là, on revient sur une vraie problématique d'éthique, puisqu'on va, évidemment, avec l'eugénisme. Aujourd'hui, avec la machine, on va arriver à ces mêmes débats de société. Parce qu'à un moment, on va s'interdire que la machine aille jusqu'à un certain endroit, collectivement, et pas juste au niveau de l'entreprise. Il n'y a pas encore de standard. Il y a l'IA Act, on en parlera tout à l'heure, qui est une belle avancée. Ça aussi, on en parlera. Il y a une réglementation qui a fortement progressé, notamment en Europe. Mais jusque-là, c'était souvent les entreprises qui définissaient eux-mêmes le curseur. Et le comité des sages des entreprises sur le sujet, il n'est pas encore clairement établi. Il n'y a pas dans la gouvernance des entreprises, toujours. Il y a un comité d'éthique qui existe, mais il n'est pas encore complètement formé à ces enjeux. Donc là aussi, on a un enjeu de transformation important. J'arrête là parce que je suis un peu... Je pense que c'est une bonne transition pour la présentation. Je pense qu'on rentre typiquement dans le cadre de ce que je vais exposer. Donc, je vais prendre la suite et ça coupe pas court aux questions suivantes. Gardez-les au chaud. Effectivement, je vais vous parler IA de confiance chez SNCF. Et effectivement, chez SNCF, on a aussi des questions liées à l'IA, un peu comme tout le monde en fait. Par rapport à ce que disait Julien, finalement, la question, c'est pas tellement l'IA technologie, c'est l'IA usage. Et de cette façon, c'est intéressant de voir. Bon, on a eu une définition de l'IA qui a été posée il y a quelques années par le rapport de prospective sur l'IA présidé par Cédric Guérini. C'est une question technologique, finalement, c'est quoi comme technologie? Et puis, si on regarde un petit peu plus loin, aujourd'hui, on a une définition qui est posée par le projet de réglementation sur l'IA, les AI Act, qui nous dit quoi? Qui nous parle d'un système automatisé, avec de l'autonomie, avec de la capacité d'adaptation, et avec ce qu'elle peut avoir comme influence sur les environnements physiques ou virtuels. Et finalement, ce qui compte là, c'est qu'on passe d'une question de technologie à une question d'utilisation. Et à partir du moment où on pose des questions d'utilisation, évidemment, ça touche toutes les entreprises et ça touche tous les utilisateurs. Alors, là-dedans, on a évidemment le règlement sur l'IA, le fameux AI Act,
Dans ce cadre européen, on a aussi d'autres choses, il ne faut pas les occulter. On a la directive sur la responsabilité en matière d'IA et la directive modifiée sur la responsabilité du fait des produits qui vont préciser finalement, bon, on fait ce qu'il faut dans le cadre de l'AI Act, on va appliquer un certain nombre de normes techniques qui vont être nécessaires pour préciser finalement quand on dit on va avoir un dataset de qualité, on va le gouverner comme il faut, on va faire des preuves de conformité. Bon, tout ça, c'est des éléments techniques qui doivent être encore pour une bonne partie normalisés. Ils ne sont pas encore tous écrits, c'est pas sec, loin de là. Et puis à la fin, même si on a tout bien fait, il peut quand même y avoir des loupés. Et donc il faut savoir finalement comment est-ce que je fais, moi, utilisateur, pour me retourner contre mon fournisseur, parce qu'a priori j'ai été lésé, blessé, tué, peut-être, j'espère pas, par un système incluant l'IA. Mais bon, quand on parle de véhicules autonomes, c'est bien ça qui fait les gros titres. Comment la société va gérer ces choses-là. Aujourd'hui, si vous êtes lésé par un système logiciel ou par un objet électrique, voilà, par une défectuosité, vous savez très bien qui est responsable. Il y a quelqu'un qui a mis un marquage CE, qui s'engage sur la conformité de son produit. Et c'est lui qui est responsable de la mise sur le marché de cet appareil. Évidemment, si vous l'avez bidouillé par derrière, vous êtes responsable. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc il y a toute cette réglementation européenne qui s'est mise en place, qui nous donne un cadre de travail. Il y a un cadre national qui est évidemment important aussi, qui va largement décliner les directives de l'UE. On a aussi la partie, je dirais, franco-française avec la CNIL, alors qui inclut aussi beaucoup les aspects RGPD, évidemment. Et puis au niveau des secteurs business, des entreprises, on a un cadre sectoriel, c'est-à-dire que pour faire des appareils médicaux, pour faire des téléphones, pour faire des machines-outils ou pour faire du transport de passagers et de biens ferroviaires, on n'a pas les mêmes normes, on a tout un tas de processus d'homologation, de validation. Et tout ça, ça va s'ajouter aux politiques et enjeux de l'entreprise pour avoir un cadre sectoriel. Donc, finalement, c'est pas juste l'intelligence artificielle, mais c'est l'intelligence artificielle utilisée dans son contexte. Les normes européennes, elles vont s'appuyer sur tout un tas de thématiques techniques. Vous pourrez les lire plus tard si ça vous intéresse, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas encore toutes écrites, qui doivent être écrites normalement dans les 2 ans, mais on sent bien qu'on sera en retard parce qu'écrire une norme, ça prend du temps. Et ça pose les questions essentielles de comment on fait en sorte que ces systèmes, on puisse valider qu'ils sont en adéquation avec ce qu'on attend qu'ils fassent. Est-ce qu'on a su bien le décrire? Est-ce qu'on a su bien l'encadrer? Est-ce qu'on a su bien le valider? Et à la fin, comment on garde le contrôle, une supervision humaine, et comment est-ce qu'on donne suffisamment confiance, raisonnablement confiance aux utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser un système qui inclut de l'IA sans se poser trop de questions. Bon, aujourd'hui, quand vous prenez le train, est-ce que vous vous dites est-ce que j'ai bien fait mes prières avant de prendre le train? Non. La plupart d'entre vous, non, en tout cas. C'est pour ça que dans les gares, il n'y a pas de coin prière comme dans les aéroports. Dans tous les aéroports, il y a un coin prière. Un lieu de recueillement, c'est prévu. Dans le cahier des charges des aéroports. Dans le cahier des charges des gares, non. C'est parce qu'on est un petit peu plus sûr. Et quand vous prenez votre voiture, vous savez que y a quand même un risque d'accident parce que les humains, ils ont beau avoir été certifiés par un permis de conduire, la voiture a été certifiée par une autorisation de type, malgré tout, il y a un risque résiduel qui est non nul. D'ailleurs, c'est pour ça que vous payez une assurance parfois fort cher. Voilà. Et là, la question elle est la même, c'est comment on fait pour que demain, quand vous prendrez le train, avec peut-être des fonctions d'IA, peut-être un train autonome, qui sait, vous ne vous posiez pas plus de questions qu'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Donc finalement, on a 3 grandes questions. C'est évidemment, on a un cadre légal, évidemment, on a un socle technique et des outils, et puis, à quoi est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser l'IA? C'est pas toujours le cas. Un marteau et un clou, ça va bien sans IA. Ils peuvent peut-être vous conseiller sur la qualité des clous, sur la qualité du marteau. Ok. Mais il y a peut-être des cas où c'est pas nécessaire. Et valider que le cadre d'utilisation de l'IA est approprié. Alors,
Maintenant, de l'IA SNCF Voyageurs. Alors, ça peut servir à faire des jolis visuels. J'utilise un système. Voilà. Un DALI homologué par l'entreprise, limité, donc je peux pas lui demander n'importe quoi. Je peux pas lui demander d'habiller mon PDG en Charlot. Je pense que ça marche pas. Mais finalement, à quoi ça va servir? Finalement, ça va servir à faire tout ce que vous voyez pas. Déjà, en back-office, on fait déjà beaucoup de choses avec l'IA. Pourquoi? Pour améliorer la performance de l'entreprise. Pour faire circuler plus de trains en n'achetant pas forcément plus de matériel mouvant, pour optimiser l'utilisation des agents, pour optimiser l'utilisation du réseau, et ainsi de suite. Donc finalement, dans nos stratégies, qu'est-ce qu'on fait? On va intégrer l'IA à nos produits. Donc on est un groupe industriel quand même, on n'est pas juste un groupe de services. Donc on va inclure des briques applicatives. Donc typiquement aujourd'hui, on embarque sur des trains qu'on rénove, on embarque du Wi-Fi, on embarque on peut embarquer une caméra frontale, on peut embarquer de la vidéoprotection, voilà, des choses qui n'étaient pas là quand le train a été construit. Demain, ces choses-là, on peut rajouter de l'intelligence dedans, notamment de l'intelligence artificielle, et on peut imaginer par exemple que demain les caméras de vidéoprotection soient intelligentes. On va en parler juste après. Ça, c'est intégrer de nouvelles fonctions, c'est notre métier depuis des années et des années, parce qu'un train, un matériel roulant typiquement, ça dure 40 ans, des fois plus. Donc vous imaginez bien qu'il ne garde pas les mêmes fonctions du début à la fin de ces 40 ans, surtout au rythme de l'évolution technologique. Donc quand on fait une opération de rénovation au bout de 15 ans, on va inclure des choses, encore plus c'est une opération MIFI à 20-25 ans. Là, on va vraiment rénover les trains et apporter de nouvelles fonctions. Typiquement, c'est ce qu'on est en train de faire pour à peu près 1 millier de trains régionaux qui arrivent progressivement à échéance de l'année. Sur les TGV aussi. Il n'y a pas que le TGVM. Sous-traité, alors sous-traité ou simplement acheter. On va utiliser des fonctions qui existent, je veux dire, bon, vous dictez vos emails, nous aussi on va dicter nos emails, et pour ça on va pas inventer notre solution SNCF, on va acheter des solutions. On va acheter des solutions de traduction, on va acheter des solutions de reconnaissance visuelle, de déconstruction de PDF, tout ce qu'on veut. Et enfin, dans certains cas, il y a des choses qui n'existent pas sur le marché, des choses où les données ne sont pas sur le marché, et on va mettre en place nos propres solutions. Typiquement, mes collègues du Centre d'ingénierie du matériel ont mis en place un robot pour valider notamment les non-régressions des systèmes de sécurité, parce que c'est des solutions qui nécessitaient de dérouler des scénarios de test absolument horribles, des jours et des jours de tests. Donc c'est débilitant, il faut appuyer sur un bouton, vérifier ce qui s'affiche à l'écran, re-appuyer sur un bouton, et ainsi de suite pendant des heures et des heures. Donc les humains n'aiment pas faire les travaux de robot, et ça tombe bien, mes collègues ont créé un robot qui faisait un travail de robot. Et donc pour ça, on s'approprie tous ces nouveaux usages, et on essaie de faire en sorte que ça accroisse la valeur de l'entreprise, et on se donne des compétences nécessaires. Alors, en pratique, on parle de confiance. Suivant les applications, on va avoir des degrés de confiance nécessaires différents. Donc là, j'ai reproduit la petite pyramide des types de cas d'usage suivant le niveau de risque. Évidemment, on ne va pas adresser des usages inacceptables, mais dans certains cas, on pourra se dire qu'on est dans des cas d'usage à haut risque. Typiquement, si on commence à aborder la conduite autonome de train, on sent bien intuitivement que c'est du haut risque. Voilà. Donc sécurité, on n'a pas envie de mettre en jeu la sécurité. La sûreté, alors est-ce qu'on met en jeu la sûreté des voyageurs? Peut-être qu'on peut l'améliorer sans prendre de risques. Bon, conduite et contrôle autonome, là, c'est bon, on y est. Automatisation des trains, ça dépend. Si c'est juste automatiser la clim, c'est pas très très grave. Politique des transports, je vous laisse en juger. Peut-être que des IA sont meilleurs que certains de nos politiques. Pas sûr. Manque de bon sens parfois. Et puis, voilà, on a différents cas. Mais c'est pas si évident, il faut aller regarder dans les détails à chaque fois. Par exemple, si je prends maintenance et inspection, on va se dire, est-ce que c'est à risque la planification de la maintenance? Pas forcément. Sauf que si on loupe un rendez-vous de maintenance, faut quand même mettre un petit contrôle. Hein. Si vous avez le contrôle technique et vous le loupez, vous n'aurez plus de bon. La maintenance assistée et automatisée. Ça c'est pas mal ça. Alors automatiser, faudrait pas qu'on fasse des opérations qui sont mal faites. Maintenance prédictive. Alors là c'est sûr, on peut lancer l'IA là-dessus. On n'en fait pas. Si justement on en fait avec des logiciels déterministes.
si demain je détecte des pannes supplémentaires à venir sur mes trains et que j'évite que la panne arrive, j'ai tout gagné et finalement je n'ai fait qu'améliorer la sécurité. Donc vous dites, voilà, l'IA elle peut aller toute seule, je ne peux pas faire de mal. Le train tombait en panne avant, maintenant il tombera plus en panne. Mais si je dis, maintenant j'ai une IA qui est super, puisqu'elle détecte les problèmes, eh ben je vais enlever le contrôle humain, je peux faire la vérification à la main et je vais la faire automatiser. Là vous allez me dire, ouais, mais si elle se trompe, une fois sur 1000, une fois sur 10 000, et que cette fois-là le train a un accident, qu'est-ce qui se passe? Là, je prends un risque que je n'avais pas auparavant, et donc là, il faut sérieusement peser les choses et mesurer ça par rapport au risque qu'on avait avant. Parce que, est-ce que l'humain, il a une fiabilité de 1 sur 10 000? En général, non. En général, pour les tâches quotidiennes, on a 1%. Pour les tâches demandant une attention particulière, on est à 1 pour 1000, et puis quand on fait du contrôle croisé, procédural, on arrive à atteindre le 1 pour 10 000. Et sinon, les humains, ils sont pas si fiables que ça. Voilà. Juste pour dire que c'est pas si simple. Il faut regarder au cas par cas pour voir où on va. Alors, très, très rapidement, quelques exemples d'outils. Trad SNCF, voilà, on arrive au JOP. Demain, on a besoin de parler italien, chinois, arabe. Pour des agents qui ne parlent pas tous italien, chinois, arabe, en plus évidemment de l'anglais, de l'espagnol et de l'allemand, qu'ils maîtrisent tous couramment. Et bien donc, avec cet outil-là, on va pouvoir être en interaction avec les multiples nationalités. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise des outils qui ont été développés on les transpose au domaine SNCF en les entraînant, en les limitant à leur domaine de pertinence. On inclut le dictionnaire spécifique des termes ferroviaires pour pouvoir vraiment répondre sur des choses tout à fait exactes. Et on est en capacité à ce moment-là de faire bénéficier nos clients et nos agents d'applications vraiment utiles. Et contrairement à une solution grand public complètement ouverte, eh bien, on a les protocoles de sécurité qui vont border ce qu'on fait, la protection des données personnelles, et on garantit que on va pas derrière alimenter l'API de ChatGPT avec tous les problèmes que peut rencontrer un Voyager. C'est pas forcément grave, vous allez me dire. Juste d'un point de vue concurrentiel, on n'y a pas intérêt. Et puis des fois, qu'ils nous posent des questions personnelles, elles sont pas concernées. Maintenance prédictive. Alors, il faut savoir qu'à SNCF, la maintenance prédictive, on en fait depuis quand même une paire d'années. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui nous fait réduire de moitié les pannes en service commercial sur les trains les plus modernes, donc c'est pas négligeable. Ça nous fait gagner un petit peu d'argent. C'est plus ou moins mature suivant les générations de trains. Et puis on se dit, ouais, évidemment, maintenant on a l'IA, donc facile. Il n'y a plus qu'à faire de la maintenance prédictive, on met tout ça dans la grande machine, et on va avoir de la maintenance prédictive, plus rien à faire. La seule difficulté, et ça c'est pour souligner l'aspect données, c'est que les données vraiment bien labellisées, celles qu'on connaît super bien, c'est celles qui sont tout en haut. C'est celles qu'on a le moins souvent. C'est-à-dire des pannes en service, c'est des données pour un train à peu près par an. On a 2 à 5 pannes par an où le train il tombe en rade. Voilà, en moyenne. Alors, quand je dis tombe en rade, ça peut être juste 5 minutes, comme le très très gros incident qui arrive rarement. Heureusement, c'est pas tous les jours le gros incident. Bon, donc ces incidents-là, il s'est passé quelque chose en service qui a impacté les clients. On prend le temps de bien analyser. On a le doigt sur la couture du pantalon pour expliquer au chef. Alors, on a compris comment ça se passe. On devait faire en sorte que ça ne recommence plus jamais comme ça. Et donc, on fait ce qu'il faut. On a un dossier, tout ça. Bon, si on a des petites pannes standards qui font pas parler d'elles, on va quand même faire des réparations. Donc, on garde la trace de la réparation qu'on a faite. On facture les pièces éventuellement, tout ça. Voilà. Donc, on a des traces. Mais ensuite, toutes les petites anomalies courantes qui se passent comme ça, un petit dysfonctionnement par-ci, un relais qui se ferme pas, mais qui finalement se referme. Bon, tout ça, c'est pas documenté. D'abord, il n'y a pas de raison que ce soit documenté. On va pas mettre de l'énergie à documenter tout ce qui se passe, à analyser tout ce qui se dit à bord d'un réseau embarqué sur un train. Et donc, ce qui fait que là où on a beaucoup de données, c'est des données brutes qui sont pas forcément bien testées. Et donc, on va pas pouvoir en faire grand-chose pour l'apprentissage de données. Pour mémoire, on l'a essayé. On s'est bien planté. Voilà. Mais on a beaucoup appris. Donc, c'est aussi ça l'IA, c'est apprendre à faire. Ceci dit, on arrive quand même à faire des choses. Là, vous avez un exemple de clustering de données. Donc, l'IA qui va classer automatiquement les données qui se ressemblent les unes aux autres.
à partir de tout un tas de caractéristiques qu'on peut avoir. Alors là, c'est sur des portes d'automotrice électrique. Je saurais pas vous dire si c'est des 1 niveau, des 2 niveaux. Je sais plus ce que j'ai pris comme exemple, mais peu importe. Mais ça, regroupé avec l'intelligence humaine des gens qui font la maintenance tous les jours et qui constatent vraiment quelles ont été les pannes et qui en dit quelles ont été les réparations et qui consignent ça dans la base de gestion de la maintenance, et ben on confronte ces signatures d'état des portes à ce qui a été vu. Et à ce moment-là, on transforme ces déductions de la machine en caractéristiques signifiantes pour la prochaine fois. La prochaine fois que je verrai la même chose, je sais que c'est le joint de porte, ou je sais que c'est juste de l'usure normale. Voilà. Et j'ai pas forcément besoin de maintenance. Et alors ça, c'est l'alliance à la fois de la data qui est auto-classée, de l'expertise des data scientists et des ingénieurs, et de l'expertise terrain de tous les réparateurs en atelier. Donc ça, c'est des choses où effectivement, on peut faire des choses formidables en maintenance prédictive, mais ça exige d'aligner beaucoup de données à la fois et beaucoup de compétences. Et donc à la fin, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer comme ça pour ajuster la disponibilité, placer de la maintenance opportuniste dans un planning, la logistique des pièces, que la bonne pièce au bon moment, ajuster en fonction des compétences disponibles. Tout ça, c'est super intéressant, mais il faut bien voir que ça génère sa propre complexité. C'est-à-dire qu'au lieu de faire venir un train et aujourd'hui c'est simple, c'est le niveau d'huile, le moteur, les portes. Demain c'est le niveau d'huile du moteur 1 et puis en plus tu me feras les motoventilateurs numéro 3 et 4 et les portes gauche de la remorque 1 et la porte droite de la remorque 2. Les autres ils ont besoin de rien. Et après-demain en revanche je te reviens pour la porte 6 et la porte 7. Ça vaut pas mieux de faire la porte 6 et la porte 7 en même temps? Peut-être. En fait, on va complexifier la maintenance en individualisant la maintenance et ça exige là aussi de gérer cette combinatoire. Et l'IA va aussi amener à la fois la solution et le problème. Ou le problème et la solution. Donc, faut trouver l'équilibre. D'autres choses qu'on peut faire, c'est typiquement, c'est gérer les pièces. Gérer les pièces par rapport au risque d'être en rupture de pièces ou le risque de trop stocker, parce que trop stocker les pièces, ça coûte cher. Donc là, typiquement, à la suite d'un gros processus d'apprentissage automatique, juste pour vous dire qu'on arrive à faire des choses assez formidables, c'est-à-dire on arrive à réduire le coût du surstockage, ça c'est très intéressant économiquement, et on arrive en même temps, surtout dans le même temps, on arrive à proposer moins d'alertes aux approvisionneurs dont c'est le métier d'étudier les ordres d'achat pour voir si est-ce qu'on va générer un surstock, est-ce qu'on risque d'être en surstock, etc. Ils ont moins de cas à étudier, c'est-à-dire que tous les cas faciles, ils peuvent les laisser de côté et ils vont se concentrer sur vraiment les cas à valeur ajoutée. Depuis que ça a été fait, en fait, les cas les plus faciles, maintenant, ils ne les voient même plus. Voilà, ils n'ont même plus à appuyer sur le bouton. On considère que le risque est suffisamment faible pour laisser la machine décider quand c'est un petit montant, quand il y a très peu de risques de applications très différentes, contrôle des trains vides. En fin de mission, avant de mettre le train sur un triage ou dans un atelier de maintenance, on va vérifier que le train est vide. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de façon humaine. Difficulté, c'est quand on est en zone dense, ça doit aller très vite. On n'a pas forcément le temps de parcourir tout le train, voire les 2 niveaux du train. Il n'y a juste pas le temps. Et ça peut arriver des fois que malgré les annonces, etc., il y a des gens qui restent dans le train. Ça fait quand même quelques centaines de cas par an de gens qui se retrouvent. Déjà, c'est désagréable pour eux en atelier de maintenance. C'est très dangereux pour eux si c'est sur un triage. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on tient absolument à éviter. On a des caméras dans les trains. Si c'est la fin de mission, autant détecter directement que quelqu'un est encore présent à bord. Donc c'est quelque chose qui est alimenté par un signal de fin de mission, et donc l'IA va reconnaître automatiquement qu'il reste quelqu'un dans le train. Donc c'est quelque chose qui tourne depuis maintenant presque 2 ans et qui, avec quelques petits challenges techniques, voilà. Donc faut éviter qu'on croit que quelqu'un qui est sur le quai est à bord, que quelqu'un qui est sur une affiche est à bord, voilà, des choses comme ça. Et donc ça, c'est des choses que nos ingénieurs qui travaillent sur ces cas ont résolu et donc permettent maintenant d'avoir une très bonne efficacité. À la limite, si on monte une alerte de temps en temps pour un faux positif, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est éviter les faux négatifs.
Voilà. On fait de la même pour la densité de passagers. Alors là, c'est une application différente, c'est essayer de mesurer la densité à bord des voitures pour aider au placement des voyageurs, alors, toujours en utilisant les mêmes caméras à bord. Voilà, donc ça, c'est de la densité d'occupation. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Au final, oui, il y a de l'IA SNCF. On veut l'utiliser pour nous aider, parce que quelque part, elle est assez complémentaire de l'intelligence des humains. Est-ce qu'on peut toujours lui faire confiance? Ça dépend. Mais retenir aussi que les humains se lassent, les humains regardent ailleurs, les humains ont une durée d'attention limitée. Donc il faut trouver le bon équilibre et faire l'analyse de risque qui va bien pour pouvoir déterminer quelle est la bonne zone d'usage de l'IA. Voilà, c'était M. Smith. Il n'avait pas que tort. Si on demande à un humain de faire un travail de robot, ça marche pas bien. L'inverse est vrai aussi. Si on demande à un robot de faire un travail d'humain, ça marche pas toujours. La sécurité passe avant tout. Donc l'adoption de technologies nouvelles, elle est au service de la sécurité. Et comme je disais au début, l'IA de confiance, c'est que demain, vous vous préoccuperez pas de la présence de l'IA à bord des trains ou pour faire la maintenance des trains ou pour vous conseiller votre choix de billets. Ça marchera et il n'y aura pas de question sur est-ce que ça va se planter ou pas. Et en tout cas, est-ce que je prends un risque? Il n'y aura pas plus de risques parce qu'ils seront maîtrisés. Voilà. Merci pour votre attention. Demain, il y aura de l'IA dans le TGVL. C'est un truc qui balance 2 Tera de données par mois par rame. Comprenez bien que les humains, 2 Tera de données, ça ferait beaucoup. Merci. Alors, il y a certainement des questions dans la salle. Oui, bonjour. J'aurais une question sur le fait de savoir si l'IA pourra, à moyen terme, devenir rapide. Alors, quand je dis rapide, ce que je vise, c'est des systèmes critiques. Donc, on va rester sur des exemples, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir le faire confiance au sens du réglementaire, par exemple? Une belle réglementation sur la technique dans l'aéronautique. Est-ce qu'elle va pouvoir répondre rapidement? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser dans des systèmes où il faudra agir dans la milliseconde? Voilà, ouais, je vois la question. En fait, il y a 2 questions. La rapidité et la confiance. Répondre rapidement, on peut faire une IA qui répond très rapidement. Ensuite, la confiance qu'on peut avoir, elle peut être relativement limitée. Aujourd'hui, on ne peut pas formellement prouver qu'une IA vous donne une bonne réponse sur un système de perception visuelle, par exemple. Il n'y a pas de preuve, de preuve formelle. Ce qu'on peut faire, c'est donner un certain nombre d'indicateurs sur la fiabilité de la chose. Quand on utilise des IA aujourd'hui, on encadre la partie confiance par quelque chose de déterministe et de maîtrisé autrement. Voilà. Est-ce que demain, on trouvera des moyens de certifier une IA temps réel toute seule? C'est pas encore gagné. Voilà. Même d'après les spécialistes du secteur, c'est pas gagné. Mais en même temps, comme me le rappelait un collègue, tester un logiciel dans toutes ses configurations possibles et imaginables, c'est quelque chose qui n'est pas possible non plus. Et c'est pour ça qu'on a développé les bonnes pratiques de développement qui permettent d'atteindre des niveaux de sûreté logicielle, les niveaux de SIL, et qui ne sont pas en soi des preuves formelles non plus. Donc voilà, entre les deux, il y aura certainement quelque chose qui va se développer et qui permettra d'utiliser en confiance des solutions optimisées tout en gardant quelques garde-fous peut-être un petit peu plus classiques. Mais comme je dirais aujourd'hui dans les systèmes électroniques, vous avez des watchdogs, vous avez malgré tout des butées. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça va se profiler. Peut-être moi j'ajouterais que ça va débuter par les systèmes militaires et spatiaux. Donc si vous prenez aujourd'hui l'Air Force américaine, ils ont annoncé il y a 2 semaines le premier avion de combat qui gagne un dogfight. Donc le dogfight, c'est un combat contre un opérateur humain. Et donc là, on est plus proche des notions de temps réel. On a un avantage, c'est que les budgets sont un peu autres que nos activités civiles. Je pense à SpaceX qui ramène depuis quelques années des roquettes en temps réel. Ça se fait pas sans IA, une adaptation de la position de la roquette, des propulseurs.
Mais SpaceX autorise un peu de déchets, les militaires aussi. Oui, non mais on est d'accord. En fait, encore une fois, quand votre avion de chasse, il n'y a pas d'humain à l'intérieur, le taux de déchets est tout de suite plus acceptable. Donc je prends cet exemple-là parce que on va le voir. Il y a quelques années, ils avaient déjà annoncé un programme qui s'appelait Sidekick, je crois, dans lequel en fait vous aurez un capitaine d'escadron qui sera devant, qui sera entouré de 5 avions autopilotés à gauche et 5 avions autopilotés à droite. Vous réduisez d'ailleurs le risque et l'investissement que vous avez mis dans 10 pilotes que vous avez formés pendant 10 ans, 15 ans, et c'est l'élite de la nation d'un point de vue militaire, parce que vous avez mis des machines à côté. Là, effectivement, je pense que ce sera les premiers cas d'usage intéressants. Il y a eu une course de F1 tout automatique la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Les voitures s'arrêtaient, il y en a une qui a pris un virage qui est rentré n'importe comment dedans. Donc oui, il reste des travaux à faire pour aller jusqu'à ces niveaux-là, ou bien avec des investissements conséquents, on fait des choses assez intéressantes. Et ça va se décliner dans la population civile, comme toutes les technologies issues de ces domaines. Une question. Quelle est la position de la France en matière de recherche en IA? J'ai une idée sur la réponse, mais pourquoi je pose la question? Parce que si on regarde l'histoire récente des sciences, quand on regarde la téléphonie mobile, quand on regarde Internet, la France était pionnière, mais dès qu'il s'agit de redéploiement, etc., elle se fait dépasser. En d'autres termes, ma question, est-ce qu'on aura l'équivalent de ChatGPT ou autre, mais français? Voilà. Je pense que c'est pas une question de chercheurs, c'est une question de budget. Des chercheurs très qualifiés, on en a. Ensuite, les investissements à la clé, ils sont colossaux pour être au même niveau que les plus gros mondiaux. Est-ce que ça sera français? C'est pas sûr. Européen, si on arrive à s'entendre, oui, probablement. J'ai parlé tout à l'heure de Mistral. Mistral est un exemple intéressant. C'est un fournisseur de large language models qui est français. Qui est bientôt une licorne, comme on dit, donc une valorisation qui dépasse $1 milliard. Il y a d'autres alors on a des Français reconnus dans toutes les plus belles maisons. Donc Meta, on a Yann LeCun qui est bien évidemment bien établi et bien connu, qu'on appelle d'ailleurs un des tontons de l'IA. Bref, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait on a des chercheurs français reconnus dans toutes les maisons, mais une recherche en France qui évidemment est un peu bridée par les budgets. Quand vous êtes patron de l'IA pour Meta, donc Facebook, voilà, vous avez des moyens relativement proches de l'illimité dont on parlait tout à l'heure. Quand vous venez en France, un Mistral AI, je les apprécie beaucoup, ils ont 33 ingénieurs-chercheurs et 7 personnes qui font toute l'administrative, le sales, l'avant-vente et ainsi de suite. Ils ont une croissance exponentielle, ils sont sollicités par tous les pays du monde. Ils ont eu des financements, donc ils ont réussi à lever de l'argent. La différence, elle est aussi là. La levée en France versus la levée aux États-Unis, drastiquement différente. Et c'est un des enjeux d'ailleurs pour la souveraineté et la pertinence de ces entreprises que d'arriver à lever de l'argent. À la fin de la journée, ça va quand même faire un différenciateur. J'ai parlé de Mistral, on peut parler de Lighton, qui est plutôt une entreprise qui accompagne à entraîner les modèles. Vous avez sur la souveraineté du cloud qui est sous-jacent des choses qui ont avancé, progressé depuis quelques années. On ne partait pas gagnant, mais on a des jolies choses, y compris avec des joint ventures avec des Américains, des grands groupes américains. Vous avez un Sens, qui est une joint venture entre Thales et Google. Vous allez avoir évidemment OVH, qui est un acteur européen, mais qui n'est pas totalement au même niveau exactement d'un point de vue fournisseur de services. C'est difficile, parce qu'effectivement, on est dans une industrie qui est dominée depuis longtemps par des grands groupes, notamment américains. J'amène aussi à réfléchir à la Chine, parce que souvent on parle des US. Sur l'IA, on se tourne pas toujours vers la Chine, mais la Chine est très 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 avancée. Il y a beaucoup de documentation là-dessus, des jolis livres. On prend toujours le prisme américain. Faut pas oublier l'acteur chinois, qui d'ailleurs culturellement va beaucoup plus loin dans l'acceptance des populations de l'utilisation de l'IA et ainsi de suite. La reconnaissance faciale, ça fait débat en France pour les JO. La reconnaissance faciale en Chine, c'est une autre histoire. Votre enfant, l'appel, il n'y a pas d'appel. Votre enfant, il rentre à l'école, il a 3 ans, il y a quelqu'un qui a reconnu qu'il est en classe, c'est terminé. Et puis vous prenez des amendes automatiques quand vous traversez la rue dans certains endroits. Enfin, vous voyez, c'est
c'est une acceptation différente, mais qui fait que finalement, ils ont pris des années d'avance sur certaines technologies. Et d'ailleurs, on peut questionner les choses. C'est vrai que chez nous, on se dit, bon, les algorithmes pour la vidéo intelligente, c'est le diable et tout. Enfin, je vous prends l'exemple de la vidéoprotection à SNCF, puisqu'on a un peu plus de 50 000 caméras réparties essentiellement pour deux bons tiers dans les trains et le reste dans les gares. Si demain, la caméra de vidéoprotection, au lieu de juste enregistrer ce qui se passe et le restituer à l'officier de police judiciaire dans les 72 heures une fois que vous êtes agressé, si demain, au lieu de faire ça, elle est capable de lever une alerte, transmettre le snapshot ou la vidéo en live à un centre de supervision lui disant il y a peut-être quelque chose qui se passe, vérifie, et puis qu'on peut envoyer une équipe d'intervention, moi je me demande lequel de vos droits a été lésé, votre droit à être agressé ou vos droits à votre vie privée. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut interroger, peut-être remettre en cause dans l'équilibre des moyens et l'équilibre des finalités. C'est sûr qu'aujourd'hui, la vidéoprotection, je ne sais pas qui a inventé le mot, mais il est formidable, parce que c'est un oxymore comme on n'en a pas beaucoup. J'aurais deux questions. Une question pour Julien. Pour Philippe, vous n'avez pas du tout évoqué l'environnement dans lequel circule le TGV. Le TGV, tout le système. Mais en matière de prédiction de panne, de problèmes zéro, j'entends plutôt parler de caténaires, d'inondations, de météo, d'arbres qui tombent sur les voies, etc. Ou bien de contrôleurs qui ne sont pas là et donc le train ne peut pas partir. Donc comment est-ce que vous gérez prédictivement, je dirais, ces notions d'environnement sur le train qui circule, sur la route qui est le rail? Première question. Je pose immédiatement deuxième, qui est d'un autre domaine, c'est la formation. Aujourd'hui, dans une formation d'ingénieur, l'IA m'apparaît donc bien sûr indispensable, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez la quantifier et dire à quel moment elle doit se faire pour ne pas, je dirais bien sûr, elle devra être refaite 1 an, 2 ans, 3 ans après, en fonction des évolutions qui sont ultra rapides, mais quel est le minimum aujourd'hui? Et sur question, comment un jury de professeurs peut détecter, je dirais, que tel élève a utilisé l'IA, je dirais, à découvert, ou plutôt de manière cachée pour le jury, de manière à dire, est-ce que tu es capable de faire ce travail-là? Tu nous épates, pour le dire, c'est l'IA qui m'épate. Alors, pour la surveillance de l'infrastructure, c'est mon petit biais parce que moi je suis plutôt côté embarqué, donc forcément j'ai plus parlé du matériel roulant. Mais effectivement, la surveillance de l'infrastructure, c'est quelque chose alors, déjà qui existe, qui est partiellement automatisé, avec par exemple des algorithmes de vision pour surveiller l'état du rail. Donc, typiquement, on a des caméras qui vont filmer le rail et on va avoir des algorithmes de vision qui vont détecter des fissures et tout un tas d'anomalies. Et donc ça, je dirais, c'est déjà quelque chose qui se fait. En revanche, de façon plus généraliste, on n'utilise pas encore de caméra frontale systématiquement pour surveiller l'environnement. On sait que c'est des choses qui peuvent se faire, notamment pour surveiller la végétation qui viendrait envahir un petit peu trop l'espace ferroviaire et notamment les branches qui viennent frôler les caténaires. Ça, c'est quelque chose, on sait que ce serait intéressant de le faire, mais il y a une question d'équipement. Ça, c'est ensuite... au moment où on arrive à industriellement trouver l'investissement, d'utiliser les investissements pour que ce soit vraiment rentable. Parce que ça veut dire qu'il faut équiper suffisamment de trains avec la transmission des données, etc. C'est des choses qu'on surveille au fur et à mesure qu'on a des évolutions, des rétrofits de trains. Typiquement sur TGV, aujourd'hui, on a eu l'occasion de remplacer un certain nombre de calculateurs et on les a prédisposés à faire de la maintenance prédictive et à embarquer plus de logiciels, à virtualiser les applications, etc. On n'a pas encore pu mettre la caméra frontale, mais ça viendra progressivement, et ça viendra, je pense, progressivement tiré par tout simplement quelque chose qui n'est pas du tout de l'IA, c'est simplement enregistrer ce qui se passe en cas d'accident et pouvoir lever le doute quand l'officier de police judiciaire intervient, typiquement sur un suicide, qu'il puisse en 5 secondes, même sans se déplacer, on lui transmet la vidéo, il voit que c'est un suicide, il n'y a pas de doute, le train repart, au lieu d'avoir une interruption de trafic de plusieurs heures. Parce qu'on en a quand même à peu près un par jour.
Donc, je pense que c'est plutôt ça qui va tirer la caméra frontale. Et demain, et ensuite, quand on a la caméra frontale, on sait qu'on peut analyser tout le cas. Et ensuite, pour l'analyse de l'environnement, l'analyse des risques, on a des choses qui commencent à arriver de façon très très intéressante sur l'analyse des risques météo, inondation. Alors c'est pas directement savoir à quel endroit un éboulement va se produire, mais savoir où vont se produire les précipitations avec l'analyse des bassins versants, etc. Quels sont les ouvrages qu'il faut que j'aille surveiller, dans quelle priorité le jour où il y a des grosses précipitations pour pouvoir éventuellement arrêter les circulations, etc. Ça, c'est des choses qui avancent pas mal. Et oui, l'environnement fait partie. La planification du personnel roulant, je dirais en ce moment, on peut l'améliorer. On a des logiciels pour. En ce moment, la difficulté, c'est la tension sur les moyens. Aujourd'hui, c'est la formation de plus de monde. Je peux toujours m'amuser à les programmer mieux, mais quand de toute façon, aujourd'hui, je suis un petit peu en tension, je ne peux pas placer des réserves parce que j'en ai pas. Voilà. Merci. Donc, moi, j'ai triché puisque j'ai eu le temps de réfléchir à ma réponse. Bravo à toi. C'est une question extrêmement intéressante. En fait, un peu ciblée sur les écoles d'ingénieurs. Moi, je suis convaincu que les écoles d'ingénieurs, dans leur dans les premiers avantages de l'école d'ingénieur, et ce qu'on y fait même avant en prépa, puisque si on considère ce qu'on fait en prépa, c'est la capacité d'enseigner à des gens à apprendre tout le temps. Donc, une des beautés du métier d'ingénieur, c'est qu'on continue d'apprendre, on continue de rechercher et de se poser face à des problématiques qu'on n'a jamais rencontrées. C'est construire, et je peux m'étaler un petit peu là-dessus, mais dans le rôle de l'ingénieur, la notion de construction et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui autour de vous, vous arrêtez 5 secondes, vous réfléchissez à comment on est arrivé à ce micro, à ce qu'il y a derrière, au son, au partage qu'on réussit à faire. Vous êtes tous là parce que vous avez eu l'information grâce à globalement du digital, du numérique. Si vous reprenez, avec un peu d'enseignement grâce à l'école d'ingénieur, vous comprenez tout ce qu'il y a entre vous et le monde qui nous réunit aujourd'hui, et ce depuis des siècles. On est des bâtisseurs, et moi c'est ce qui m'a plu dans le métier d'ingénieur et ce qui me plaît tous les jours. Cette construction de l'esprit et cette construction du monde de demain, elle est accompagnée depuis tout temps d'outils de plus en plus modernes, modernisés, et on ne construit plus un pont comme on le faisait au temps des Romains. On est accompagné de conception assistée par ordinateur, c'est pas récent, ça fait des décennies. Une des différences aujourd'hui, c'est que dans la rapidité d'exécution, dans l'approche qui va être proposée dans ces logiciels, elle va être différente, et on va avoir un pont qui sera sans doute très différent de ceux qu'on a construits pendant quelques décennies. Sujet intéressant d'ailleurs, c'est que les Romains aussi, quand il y a des inondations, souvent le pont il survit, et puis les ponts modernes, parfois ils ont un petit problème. C'est quand même un autre sujet. Mais mon premier sujet sur comment est-ce qu'on quantifie aux ingénieurs quand est-ce qu'il faut leur donner des outils d'IA ou de GenAI, c'est d'abord de leur apprendre à savoir poser des questions à ces outils, parce qu'en fait, une grande partie notamment sur l'IA générative, c'est d'abord une bonne question donne une meilleure réponse. Vous pouvez tous vous lancer dans une question, et puis si vous avez quelqu'un en face de vous qui a été un peu formé à l'utilisation de ces outils, il va utiliser des concepts, il va partager le contexte dans sa question, il va utiliser ce qu'on appelle le grounding, donc il va refaire atterrir un petit peu la réponse, il va faire du prompt de prompt, donc il va demander à une IA générative d'écrire une question pour une IA générative. Et donc cette question, elle va pouvoir faire potentiellement 10 pages. Sauf que quand vous posez une question, vous ne voulez pas vous lancer dans une question de 10 pages. Vous allez pouvoir inclure un document dans votre question, en disant, à la manière de ce rapport, je voudrais que tu me génères ce contenu, et ainsi de suite. Donc, premier sujet pour moi dans la construction de l'ingénieur de demain, c'est leur apprendre à poser les bonnes questions, et évidemment, à apprécier avec la criticité nécessaire, au risque qu'il y a d'autres sujets, la réponse qu'il leur est donnée. Donc ça, c'est essentiel, et c'est pas très éloigné de ce qu'on a toujours fait dans nos rôles. Savoir challenger, c'est aussi garantir la sécurité, la fiabilité et tout un ensemble de choses. Quand j'étais diplômé, je me souviens, on m'a donné la charte de l'ingénieur. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Moi, on doit avoir une honnêteté intellectuelle.
dans nos travaux, dans ce qu'on fait. Si on voit qu'il y a un risque vis-à-vis de quelque chose qui pourrait être dommageable pour les citoyens ou la société, on doit le partager. On ne doit pas aller vers ce type d'utilisation. Moi, je pense qu'en lien avec l'IA, qui est très accessible, en tout cas cette IA générative, elle est accessible sur au moins 5 ou 6 applications qui me donnent ça sur ce téléphone-là. Donc elle est déjà accessible aux étudiants. Il faut leur partager ces notions-là. Je pense que la prépa, c'est pas toujours... c'est avant tout cette capacité à se dire on crée des esprits qui vont continuer d'apprendre. Alors ça paraît un peu creux parfois quand on est étudiant et on est au milieu de la nuit à étudier, mais c'est la réalité. C'est le reste de votre carrière va être construit grâce à ces moments-là. Sur la question du plagiat, premier sujet, les outils existants fonctionnent très mal. Vous allez avoir des faux positifs, vous allez avoir des faux négatifs, et c'était une problématique. Allez voir un étudiant qui est brillant, qui a fait alors il y a un cas qui existe d'ailleurs, qui est connu. Un étudiant s'est fait retoquer sa copie, je crois que c'était aux États-Unis. On lui a dit, tu as utilisé l'IA générative, mon outil X m'a décrit que c'était le cas. Alors, il se trouve que c'était un étudiant qui est en neurodiversité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un étudiant qui est autiste et qui, globalement, n'écrit peut-être pas exactement sa composition ou son rendu de la même manière que vous et moi. C'est gênant parce que c'est un étudiant brillant et puis aujourd'hui, il a été dégoûté de ses études parce qu'on lui a dit, tu as utilisé une IA, ce qui n'est pas le cas. Donc, une grande attention autour de ces sujets-là. Les outils existants ont une fiabilité qui n'est pas terrible dans le fait de détecter le plagiat. Il y avait déjà des outils existants d'ailleurs, alors là c'est facile, hein, c'est quand le gars il vous a repeint la compo avec juste un copier-coller de Wikipédia. Bon là le doute est relativement limité, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sur ces aspects, il y a quand même donc cette notion de curseur et quand est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Deuxième sujet, il y a l'oral. Donc la confiance, ça passe aussi par des moments où on est en face de quelqu'un, en école, en prépa comme ailleurs, il y a des moments où on est dans des moments comme celui-là. Vous voyez, j'ai pas demandé mes réponses à cette machine. Continuez d'utiliser ça. Testez les connaissances et partagez pourquoi vous le testez de telle manière. Autorisez aussi peut-être des moments dans vos euros dans lesquels vous dites vous avez le droit à la machine pendant 3-4 minutes. Comme en entreprise, vous aurez le droit à la machine. Parce qu'un des sujets, c'est que en entreprise, on veut aller vite et on veut maximiser certaines choses. Donc il va falloir l'intégrer. Et puis moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut faire des moments avec IA, des moments sans IA, pour justement participer à cette construction. C'est mon propos. Après, c'est pas un sujet facile, je l'avoue. Mais surtout, encore une fois, rappelez-vous que même si vous interdisez, c'est déjà trop tard. Les outils sont accessibles. Donc, au contraire, il faut accompagner et faire des utilisateurs responsables de ces outils, y compris en tant qu'élève, et puis demain pour les entreprises, puisque c'est les futurs employés des entreprises. Il n'y aura rien de plus frustrant pour une entreprise que d'avoir des jeunes qui sont brillants, qui ont un beau diplôme d'ingénieur, et qui arriveraient demain, ils ne savent pas utiliser le début du commencement de ces outils. On attend aussi ça en tant qu'industriel ou entreprise. Bonjour, merci pour la présentation et à vous deux. Moi j'ai une question plus d'ordre général sur comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à l'évolution de l'IA dans votre société, que ce soit à votre échelle personnelle, entreprise ou internationale, que sur du court, moyen terme. J'ose même pas vous demander sur le long terme. Il y a plusieurs axes. C'est une matrice là, qui a été demandée, mais je te laisse peut-être commencer. Déjà, je vais rebondir sur l'aspect études. Quand j'étais étudiant, il y avait déjà deux types d'examens. Il y avait ceux où on avait droit aux documents et ceux où on n'avait pas droit aux documents. Et ceux où on avait droit à tous les documents, ils étaient beaucoup plus difficiles. Ils étaient beaucoup plus difficiles parce qu'ils n'exigeaient pas juste de la mémorisation. Ils exigeaient d'être capables de synthétiser tout ce qu'on avait dans ces documents, et on avait beau les avoir sur le coin de la table, généralement on n'avait pas le temps de les lire. Ce qui fait que celui qui n'avait pas bossé ces documents et qui n'avait pas vraiment ingéré ce qu'il y avait derrière, était bien infichu de l'utiliser. Donc moi je rebondis sur ce qu'a dit Julien, il faut être capable d'utiliser les outils et d'avoir la masse critique de bon sens suffisante avec le socle de ce qu'on a appris pour pouvoir utiliser ces outils.
Et je dirais qu'une des grosses difficultés qu'on va avoir au niveau de la société aujourd'hui, c'est est-ce que chacun et chacune, qui en plus sont électeurs et électrices, vont avoir suffisamment de bon sens pour utiliser ces outils avec la dose de sens critique nécessaire pour pas juste, comme auparavant, on a pu suivre les belles histoires de la technologie A ou de la technologie B ou du remède miracle, suivre la belle histoire que va nous raconter l'IA et qui sera pas forcément plus fondée que la précédente. Donc c'est peut-être ça aussi le danger qui nous guette, c'est le danger de la crédulité, parce qu'on est tous crédules et on fonctionne tous de la même manière, c'est-à-dire que quand on nous met du sucre sur la table, on le mange parce que c'est sucré, alors que on sait bien que c'est pas ce dont on a besoin, que c'est pas ça qui va vous sustenter jusqu'à midi, et qu'en plus c'est mauvais à long terme pour l'organisme. Voilà. Donc je pense qu'il faut se méfier plus de nos biais à nous, en premier lieu, que des biais de l'IA, parce qu'en plus ils reflètent. La deuxième chose qu'on va avoir, c'est un risque énorme d'appropriation, de privatisation de tout un tas de biens communs. Mais ça, c'est pas une problématique propre à l'IA, mais ça revient parce qu'on a une nouvelle techno qui arrive. Et alors c'est pas tout à fait le Far West de l'IA, et on a des acteurs qui ont une taille énorme et qu'aujourd'hui, on doit retrouver collectivement la force de réglementer. Comme à un moment donné, il y a certains monopoles qui ont été démantelés, même aux États-Unis, parce qu'ils prenaient trop de place et que ça devenait juste inéquitable par rapport à tout le grand public. Et pourtant, les États-Unis sont très tolérants. Alors, court moyen terme, personnel, entreprise et puis société. Alors, ça vous étonnera pas, moi je suis un peu biaisé. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Je suis rentré à l'école d'ingénieur. J'étais diplômé ici en 2005. Dans les portes ouvertes. Ce qui m'a plu, c'est tout ce qu'on faisait à l'école. Et ce qui m'a plu, c'est les machines un peu robotiques. Je m'appelle Cop, je fais des robots, ça fait Robocop. C'est devenu ma marque de fabrique chez mes clients. Et c'est quoi et ça a commencé très tôt, puisqu'avant ça même, des Lego techniques, j'en faisais une digestion. Il fallait aussi que j'ouvre les trucs pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis bien tombé à l'école. Et je suis devant moi, ce qu'on voit à court, moyen, long terme me paraît passionnant dans tout ce que ça va pouvoir amener, à la fois d'un point de vue technologique, mais pas que, de l'impact qu'on va pouvoir avoir dans les entreprises. Alors pourquoi j'ai aimé les robots? Alors le terme robotique vient de robota, qui veut dire travail forcé en tchèque. C'est un éditeur de science-fiction qui a inventé ce terme, robot, en 1919, donc c'est pas récent, ça fait un peu plus de 100 ans. Travail forcé, ça veut dire qu'on donne pas tout à un robot, en fait. On donne ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi, ça m'a plu de dire, je décharge les gens de tâches qu'on n'a pas envie de faire. Ou on les fait pas parce que c'est risqué. Il y a un risque important. On parlait tout à l'heure d'avions de chasse automatisés ou robotisés. Ça ne paraît pas complètement idiot d'éviter de perdre des vies humaines, en tout cas de celle du pilote. Il y a d'autres exemples. Cette notion de robotique, elle vient avec quelque chose qui est très humain. On parlait de sucre. Alors le sucre, notre attirance au sucre, c'est littéralement le royaume animal et l'ADN qui est en nous. C'est les hormones que ça génère quand on ingère du sucre. Et le sucre, en général, ça veut dire que l'aliment, il est sain, on peut le manger. Donc, c'est aussi une notion de préservation humaine qui est inscrite en nous. Le sucre égale, en général, ça va, c'est bon, tu peux y aller. Et puis le stockage de l'énergie, et ainsi de suite. En entreprise, ce qu'on va chercher, c'est la minimisation de l'énergie et la maximisation de l'impact. C'est comme ça qu'on crée de la marge. C'est la valeur ajoutée qu'on donne à beaucoup de produits. C'est très très lié à ces notions-là. C'est l'impact du produit. Si on crée un produit, si on vend un service, c'est l'impact du service. Aujourd'hui, évidemment, ces nouvelles solutions, ces nouveaux outils vont avoir un impact assez important pour notre société, notre monde. Dans la société, pour revenir à ça, il y a quelques années, j'étais assez déprimé quand je suis rentré dans le conseil, puisque j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans la sustainabilité et qui m'ont sensibilisé avec la fresque du climat, avec tout un ensemble de choses à ce qui nous attend d'un point de vue sauvegarde de notre planète. J'ai eu quelques années dans lesquelles je m'interrogeais sur notre capacité à nous transformer, à changer, à aller jusque-là. Après, je me suis dit, grâce à quand même certains outils, nouvelles manières de travailler, et ainsi de suite, certains m'ont dit c'est du technosolutionnisme. Et je pense que j'ai des exemples, j'ai parlé tout à l'heure de la molécule qui va aller attaquer le plastique.
des nouvelles molécules qui vont être capables de capturer le CO2 un peu mieux que ce qu'on fait actuellement à des coûts inférieurs à ce qu'on fait aujourd'hui. L'optimisation des coûts, c'est la capacité à l'humanité de se payer de l'énergie solaire, de se payer de la capture de CO2. Alors, j'ose espérer que grâce à tout ce qu'on a devant nous, on va réussir à aller amener de la valeur pour la société. On revient aux questions d'éthique et dans la conception du produit. Tout à l'heure, il y a une question que j'ai réfléchi, un exemple qui est assez connu aussi, c'est la voiture autonome. Demain, dans des situations dans lesquelles la voiture va prendre une décision, il va falloir définir collectivement en tant que société si on impose à toutes les voitures d'avoir la même décision ou si on laisse cette décision à l'industriel. Est-ce qu'une Mercedes, elle protège les gens dans le cockpit et dans la voiture plus qu'une voiture asiatique, parce que culturellement, la voiture asiatique, elle a été codée pour dire non, devant il y a des enfants, toi, tu as 62 ans, c'est pas grave, c'est plutôt toi qui vas prendre le poteau. Ce cas est assez connu parce que c'est une réalité des engins décidants de demain. Les impacts sur notre société, je ne sais pas si vous imaginez en termes d'assurance, ça veut dire que demain, c'est que des voitures autonomes. D'ailleurs, ce ne sera pas que des voitures autonomes, puisqu'il va y avoir une période mixte avec des voitures autonomes et puis des voitures non autonomes. Il y a un ensemble de challenges conséquents dans lesquels je suis convaincu que les ingénieurs ont évidemment un rôle déterminant. Au sein des entreprises, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avant le début de la conférence. Ce qui est passionnant, c'est on a des très grands groupes français qui aujourd'hui ont peur d'une chose, c'est d'être ubérisés. Donc, ils ont toujours peur des nouveaux acteurs, des petites boîtes qui se lancent et puis qui ont un impact assez important. J'ai parlé tout à l'heure d'impact. Moi, ça fait 20 ans que j'entends parler d'ubérisation et les grands groupes qu'on accompagne ont très peur de ça. Alors, on se fait ubériser déjà quand on change pas, quand on se révolutionne pas, quand on se remet pas en cause et ainsi de suite. Le premier sujet, je pense que ces outils permettent à ces entreprises d'imaginer des nouvelles manières de fonctionner en interne avec leurs clients. Et l'autre aspect, c'est que pour les PME, les ETI, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, ce qui est assez magique avec l'IA générative, c'est que c'est très accessible. Là où l'IA, il vous fallait une équipe experte, un certain nombre de personnes, et ça, c'est un investissement assez conséquent. Avec l'IA générative, dans des domaines précis qui peuvent être celles d'une ETI, d'une PME, vous avez un impact réel et vous pouvez aujourd'hui servir des dizaines de milliers de personnes avec une équipe assez restreinte et donc avoir là aussi une proposition de valeur, un impact assez intéressant pour la société. J'ai rencontré dernièrement une start-up qui est encore qui est pas publique avec ce propos-là, mais qui, elle, dit qu'on est en train de créer les outils qui demain permettront à une entreprise d'atteindre ce qu'on appelle le Fortune 500. Le Fortune 500, c'est les plus grands groupes du monde, 500 plus grands groupes. Leur objectif, c'est de créer un groupe du Fortune 500 qui puisse tourner avec uniquement 100 personnes. Au début, ça fait sourire. On rigole, puis après, on voit quelques présentations, on voit les outils qui sont en train d'être créés. On se dit, tiens, finalement, c'est quand même pas complètement idiot ce qu'il a raconté. On fait le parallèle avec un Blablacar, que vous connaissez peut-être. Le directeur financier de Blablacar, il avait fait la une des médias à un moment parce qu'il avait dit je comprends pas comment on est devenu aussi gros que ça. Donc en fait, notre produit est relativement simple. Il met en relation des gens, on a une plateforme, il y a une application. Parce qu'on a vraiment besoin de 300 designers. On s'était fait engueuler après parce que je dis pas ça dans la presse, c'est compliqué. Il avait été loin puisqu'il avait dit on pourrait n'être que 15 ou 20. Donc à l'époque, il devait être 5 ou 6 000, je crois. Évidemment, on compte pas les chauffeurs de bus là-dedans, ou de car, à moins qu'on soit déjà en car autonome. Mais ce qui était intéressant, il disait la fonction propre de l'entreprise qui a créé cette application-là ne devrait pas avoir donné lieu à autant d'embonpoint que ça. Après, le sujet de ces boîtes-là, c'est qu'à un moment, elles embauchent beaucoup pour recevoir plus d'argent. On revient aux notions des financements. Et donc, pour paraître sérieux, il faut montrer qu'on a embauché plein de gens intelligents. Et puis après, quand on va entrer en bourse, il faut surtout faire l'inverse, c'est-à-dire montrer qu'on est efficient. Donc moi, j'ai déjà vu ça aussi. On met 3000 personnes à la porte du jour au lendemain, un partenaire qu'on accompagnait. Il a dit pendant 3 ans, je suis l'entreprise software qui recrute le plus de toute l'histoire du software. Puis il a voulu rentrer en bourse et puis il a mis 3000 personnes dehors du jour au lendemain. Là, on revient aux notions d'éthique. Moi, je me suis interrogé, je me suis dit, on vit quand même dans un drôle de monde. Peut-être que demain, grâce à ces nouveaux outils, on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Des petits acteurs, des acteurs brillants. Ici, je prends l'exemple aussi ce matin de Life, qui est bien connu de l'ESEO, qui a été fondé par des diplômés de l'ESEO.
c'est une petite équipe qui a un impact extrêmement important sur le monde. Je pense qu'on aura de plus en plus de cette capacité d'innovation qui sera portée grâce à ces outils, qui donneront pas lieu à ce besoin de recruter pour paraître gros et pour répondre à une société qui voit de leur bon point un côté rassurant. Dans l'employé, on restera sur des équipes plus lean. C'est un sujet souvent. Et ça, c'est aussi passionnant. Alors, je fais pas le long terme, parce que le long terme, on va parler d'intelligence artificielle généralisée. Personne n'est d'accord sur la date à laquelle ça va arriver. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle la singularité. Donc, le moment où vous allez pouvoir voir beaucoup de choses dans une machine, voir plus que ce qu'on imagine. Je vous invite là aussi à prendre ce que vous entendez ou vous voyez avec quelques pincettes. Parce que là, certains se sont annoncés 4 ou 5 ans. Ce qui est très éloigné de ce qu'on imaginait, puisqu'on parlait de 40 ou 50 ans. Et pour autant, peut-être que la vision a un peu changé. On n'est sans doute plus à 40 ou 50 ans. On n'est peut-être pas à 4 ans. On est peut-être un peu entre les deux. Mais oui, on va vers des machines de plus en plus intelligentes qui, globalement, vont aussi franchir un cap. Le moment où elles commencent à converser, à échanger beaucoup plus entre elles. Donc là, on va sur des notions d'agents intelligents, virtuels, qui vont être votre concierge numérique et pas nécessairement répondre qu'à vos demandes, mais même prendre des décisions quasiment autonomes ou toutes seules. Pardon, on doit déclarer nos impôts dans pas longtemps. C'est de plus en plus très rempli et bien fait. Et pour autant, je suis persuadé dans quelques années, la couche d'après, c'est que les gens vont commencer à vendre une IA qui va continuer ce pré-remplissage tout seul. Moi, je serais prêt à payer personnellement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Demain, des agents vont vous aider dans votre vie quotidienne. C'était de la science-fiction il y a une dizaine d'années, c'est plus beaucoup de la science-fiction. J'ai de la prise de rendez-vous automatique, j'ai des agents qui répondent à mes mails en automatique. Pas juste un message d'ailleurs lambda, mais un message qui peut être personnalisé en fonction de l'interlocuteur. Et ça va toucher aussi tout le monde pour nous redonner du temps. Moi, je reviens à un point qui est important. Et ça, c'est essentiel. On parle du temps pour les employés, on parle du temps pour les clients. Ce qu'on attend d'une entreprise maintenant aussi, c'est cette capacité à prendre le temps, de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez vu, dans certains supermarchés, il y a des caisses où en fait, on prend le temps. C'est pour des gens qui ont besoin d'un contact social. Et donc, on dit, là, il y a des humains qui vous parlent, et ainsi de suite. Et ça aussi, je pense que c'est inscrit dans notre ADN aussi. Nous sommes par définition, on a besoin de ce contact. Et ça génère là aussi des hormones importantes. Je pense que une partie du rôle de ces solutions, c'est venir répondre à des sujets qui ne sont plus humainement faisables. Très clairement. Et ce qui a été décrit sur les terabits de données, vous pourriez essayer de les lire, les terabits de données vous-même. Il vous faudra quelques années ou dizaines d'années. Puis à la fin de votre vie, vous auriez dit, tiens, j'ai lu la donnée provenant d'un train sur un mois. Et vous en auriez pas tiré grand-chose. Là, ça y est, c'est fini, on passe au temps des machines. Les attaques cyber, aujourd'hui, vous avez des attaques extrêmement recherchées. Ce qui s'appelle le deepfake. Donc quelqu'un peut se faire passer pour vous. À la base, c'était juste la voix. Maintenant, c'est la vidéo. Vous faites un WhatsApp avec votre fils qui vous dit avoir une problématique. Vous lui envoyez de l'argent. En fait, vous ne lui envoyez pas de l'argent. C'était pas lui. Donc on a des enjeux conséquents devant nous. Vous avez des attaques sur des entreprises dans des dimensions, ça a toujours été en volume et en fréquence intense. Maintenant, c'est des agents intelligents qui attaquent des entreprises et qui s'auto-reconfigurent en moins d'une seconde. Donc face à ça, vous ne pouvez pas avoir des opérateurs humains, c'est plus possible. C'est des machines qui font la guerre à des machines. Et donc là aussi, encore une fois, un des paramètres essentiels, c'est le temps. On parle d'immédiateté, de temps réel. Ça va changer, ça va évoluer. 20 ans à venir assez intéressant, je pense. C'est tout à fait. On a eu récemment à SNCF, et personne s'en est rendu compte, une attaque en déni de service sur Oui SNCF, SNCF Connect, pardon. 14 milliards de requêtes en 3 heures. Voilà. C'est évidemment pas des humains qui ont fait ça, c'est des bots. Et les solutions, c'était des solutions automatisées qui ont lutté contre ces requêtes. Si on se projette à plus long terme, aujourd'hui, on a un cadre législatif qui nous dit comment faire pour rester dans le respect des droits humains, pour certifier, j'espère bientôt demain, un certain nombre de choses, donc pour les faire dans le respect de la loi. En revanche, et c'est un petit peu ce que disait Julien sur les aspects culturels, il ne vous dira pas où vous voudrez aller. Donc, je dirais c'est collectivement qu'on doit définir où on veut aller. Donc, est-ce que demain, on veut que
les milliards qui sont mis sur l'IA, ils aillent optimiser des algorithmes d'hypertrading et qui vous conseillent où poser le prochain câble transatlantique uniquement dédié à l'hypertrading pour gagner encore un petit quelque chose sur l'euro-dollar. C'est du réel, hein, voilà, c'est ce genre de choses complètement délirantes. Ou achat d'un poteau 5G parce que celui-là il permet de gagner 5 microsecondes voilà, sur un trajet entre deux bourses européennes. Voilà, ou est-ce que vous voudrez des IA pour des navettes autonomes pour pouvoir se passer de la voiture individuelle, voilà, c'est peut-être déjà un petit peu plus RSE, ou des IA pour diriger les capitaux vers les investissements les plus porteurs de sens demain pour réduire l'impact carbone, voire pour éliminer les paradis fiscaux. Voilà. Bon, ça, l'IA est un sujet politique maintenant comme un autre. Voilà, il faut le prendre comme tel. Ça fait partie de la panoplie d'outils et il faut qu'on le pense avec toutes ces implications. Et je vous invite à lire Le Ministère du Futur si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un excellent livre de fiction qui utilise beaucoup d'IA. Une question. Il se disait pendant un temps que l'IA était basée sur un corpus de data qui était arrêté à une date dans le passé. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et si oui, jusqu'à quand? Parce qu'on sait qu'on accumule de plus en plus de data et donc les infos à en tirer sont de plus en plus intéressantes. Et j'avais une autre question, parce que j'ai pas bien compris. Est-ce que les gens qui utilisent l'IA font appel à des moteurs d'IA extérieurs à leur organisation? Et donc là, il y a une forme de mutualisation de la data? Ou est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer dans certaines grosses structures leur propre moteur d'IA avec un cantonnement de l'information qui permet de protéger ces données, en particulier si elles sont personnelles? Sur le premier sujet, alors c'est pas l'IA qui s'est arrêtée à un certain moment, c'est les solutions comme un chat GPT qui est bien connu sur l'IA générative. Donc chat GPT, c'est une solution qui est créée par une fondation, entreprise, on ne sait plus trop, qui s'appelle OpenAI et qui à un moment dans son modèle dit 3.5 n'avait pas de savoir au-delà de décembre 2021 de mémoire. Mais ça c'est fini parce qu'en fait maintenant quand ce corpus d'informations et de savoir est dépassé, ils sont capables d'aller dynamiquement sur Internet avec des robots, c'est pas récent non plus, c'est ce qu'on appelle du scraping de données. Mais là maintenant, si le savoir n'est pas connu, il y a en plus de ça la capacité dynamiquement et dans le temps qui reste le même d'aller chercher de l'information sur Internet. Le concept de base, qui est de dire il a été entraîné, pourquoi est-ce que ChatGPT 3.5 s'arrête à cette date-là? Il a été entraîné avec des données qui provenaient d'aspiration et de ce qui était disponible à une date T, et puis quand il a été livré, il n'y avait que ce savoir. Donc globalement, il ne savait pas que Gabriel Attal était Premier ministre. C'est une très bonne question pour savoir si votre modèle il est récent ou pas. S'il est récent, en fait, même s'il a été entraîné en 2021, il complète l'information d'une vérification ou d'un check sur Internet. La deuxième question, c'était, pardon? Ah oui, sur les entreprises. Alors, en fait, l'enjeu, j'ai pas les planches, je les ai ailleurs, mais vous pouvez, le plus simple, c'est d'acheter. Donc, vous avez par exemple, OpenAI vous met à disposition un service dans lequel vous créez vous-même votre instantiation de ChatGPT, donc qui vous appartient à votre entreprise et qui du coup ne va pas donner lieu à réentraînement. Et ce que vous allez écrire ou poser comme question ne va pas bénéficier à OpenAI. Il y a des garde-fous et ainsi de suite. Je parle d'OpenAI, vous allez trouver la même chose sur AWS, sur GCP, sur Microsoft, puisque via Azure, ils mettent à disposition aussi OpenAI, ils ont un partenariat assez important. Et là, les premières réponses pour les entreprises, je crois que ça a été partagé tout à l'heure, c'est de dire on crée notre propre instance, donc on est basé sur un modèle qui appartient à quelqu'un d'autre, avec ce que ça veut dire, mais on déploie ça, sans rentrer trop dans le détail, dans nos environnements. Ça ne remonte pas d'informations de l'autre côté, il faut quand même s'en assurer. Je partage, d'un point de vue légal, d'un point de vue technique, à un certain nombre d'endroits. Après, vous avez la capacité de faire vous-même vos modèles. Et là, ça demande un niveau d'investissement de données, de GPU, de calcul qui est relativement important. Les nouvelles startups qui se lancent dans le domaine et qui veulent créer leur propre modèle dépensent des millions de dollars par mois en coûts de calcul sur des acteurs du cloud. Donc, c'est pas toujours évident de créer son propre modèle.
Entre les deux, vous avez un troisième modèle qui est le fait de prendre ce qu'on appelle du shape. Donc vous avez de l'achat à l'extrême, vous faites tout vous-même du make, et puis au milieu vous avez du shape. Et shape, vous prenez un produit pré-entraîné du marché, vous l'adaptez, vous l'intégrez à votre entreprise et vous ajoutez votre propre couche de savoir. Voilà, c'est un peu le même sujet, c'est un peu plus coûteux que le fait d'acheter et de ne pas connecter, évidemment, puisqu'il y a des frais d'intégration, il y a des frais pour intégrer votre knowledge, mais c'est pas aussi coûteux que le fait de construire un modèle de zéro. Donc, les entreprises ont un panel d'options qui, normalement, il y a toujours une option qui doit satisfaire à la taille de l'entreprise. Ouais, typiquement, il y a une application maintenant qui est en train de se déployer partout. C'est la recherche augmentée. Donc, en fait, la recherche augmentée, on va utiliser un moteur de recherche sémantique en indexant notre contenu à nous dans une base de données qui est protégée. Et le résultat de cette recherche va être utilisé avec un moteur d'IA, je dirais, mis en propre dans l'entreprise pour produire une réponse synthétique à partir des différents résultats de recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'à peu près toutes les boîtes commencent à mettre chez elles ou dans un cloud raisonnablement sécurisé. Voilà. Ensuite, tout dépend de la sécurisation raisonnable qu'on peut avoir. Voilà, je donnais un exemple côté SNCF. On a un certain nombre de clouds qu'on achète chez Microsoft, chez Amazon, qui sont censés être suffisamment sécurisés. Maintenant, ensuite, ce que va faire la NSA avec, c'est évidemment toujours difficile à dire. Mais ça serait vrai aussi sans doute de data center en France. Voilà. Merci pour cette partie-là. Juste pour illustrer ce que tu as dit sur la recherche augmentée, moi j'ai un client, il a sa boîte à 27 ans, ils font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, et aujourd'hui il a créé ce produit qui permet à n'importe quel employé de l'entreprise de retrouver l'information qui a pu être produite dans les 27 dernières années, y compris dans la conception de produits. C'est des gens qui font des usines assez intenses, assez larges. Donc c'est des ingénieurs, 85% d'ingénieurs dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, n'importe qui peut retrouver n'importe quelle information qui a été produite dans les 27 dernières années au sein de l'entreprise. Et ça, quand on imagine que ça peut vouloir dire pour, encore une fois, des ingénieurs qui cherchent à créer les usines de demain, les nouveaux produits, c'est quand même la capacité de dépasser certaines des limites que moi j'ai déjà observées, qui sont une grande partie de notre savoir reste malheureusement dans nos cerveaux, puisque en fait on a toujours travaillé comme ça, et puis on en met une certaine partie dans les documents. Les documents sont pas connus de tout le monde, ils sont pas publiés, ils sont pourtant pas toujours très indexés. Il y avait ce qu'on appelait à un moment le dark data, donc c'est tout le savoir qui reste endormi dans les serveurs, dans les sources de données. Aujourd'hui, on estimait d'ailleurs que 80% du knowledge d'une entreprise, de l'information d'une entreprise n'était pas accédé ou accessible. Aujourd'hui, vous allez pouvoir décapsuler ce savoir grâce à ces nouveaux outils, et ça, c'est passionnant. En moins d'une demi-seconde, d'avoir une réponse qui vous rappelle qu'en 1967, votre entreprise a fait ça dans telle usine, dans tel pays, et que ça a été une réponse à telle problématique. Soit vous avez quelqu'un qui était là en 1967, soit vous avez cet outil qui vous donne cette capacité-là. Je crois que le temps s'est écoulé, dès 17 heures. À moins qu'il y ait peut-être une dernière petite question rapide, il nous reste à remercier nos intervenants. J'espère que cela vous a apporté un éclairage, j'oserais dire motivé, et une meilleure connaissance de l'IA et une meilleure appréciation des possibilités. Je voudrais mettre une petite touche personnelle. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et à un moment donné est apparu l'intelligence humaine. Si je devais dire quand même, je pense que l'IA dépend beaucoup du savoir-faire, de l'intelligence, des ingénieurs. Elle dépend fort de l'intelligence humaine. Elle ne fait que la multiplier, la démultiplier. C'est peut-être l'impression que j'en ressortirait de cet exposé. Voilà. Ce n'est qu'un outil, comme ça a été dit. Ce n'est qu'un outil pour pouvoir répondre à un questionnaire d'un devoir. Et ça ne reste qu'un outil.
Alors, Luc Julia, qui est aussi une de nos sommités françaises dans le domaine, vous dira l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc, si vous souhaitez lire des choses intéressantes, c'est un peu provocateur. Lui, il préfère le terme d'intelligence augmentée. Il dit que c'est notre intelligence qu'on met dans ces machines, dans ce qu'on en construit, et c'est une augmentation de notre propre intelligence. Et je trouve que c'est intéressant parce que je préfère ce terme à la limite que le sujet de l'intelligence artificielle, et ça rejoint ce qui vient d'être partagé par Jean-Luc. Voilà. Et donc Julia, une grande sommité du monde français, toujours des chemises hawaïennes, un personnage un peu exotique. C'est lui qui a créé Siri pour Apple, notamment entre autres sujets, et qui aujourd'hui est directeur de la recherche scientifique chez Renault. Donc on voit aussi une capacité à avoir un impact réel. Vos voitures Renault d'ici quelques temps devraient être un petit peu plus intelligentes grâce à lui et encore une fois à tous les grands chercheurs français qu'on a dans le domaine. Encore merci.